Sud Radio Sport, le MAG, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, vous avez fait le bon choix. On est dans une journée de rugby complètement dingue. Vraiment, ça a été de la folie de A à Z depuis le début de cette 10e journée du Top 14. On va en parler évidemment, on va faire le débrief de ce multiplex qui vient de se clôturer il y a quelques instants avec 4 résultats marquants. On sera avec Olivier Magne, avec Quentin Cabanis, celui qui est Gilliard, Antoine Mazer aussi dans quelques minutes en direct du Stade de France pour vivre l'avant-match avec les supporters avant ce France-Australie ce soir avec François Trio et Daniel Herrero. C'est vraiment une journée exceptionnelle sur Sud Radio. Bonjour Philippe Sanguero d'ailleurs qui nous rejoint. Bonsoir messieurs. Comment ça va Philippe ? Ça va très bien avec le programme qui nous attend et puis une mise en bouche quand même palpitante avec cette journée de Top 14 avant le grand rendez-vous de ce soir. Il y a beaucoup de choses à raconter. Énormément de choses à dire effectivement et Quentin Cabanis, on va d'ailleurs rappeler, on va faire un petit tour d'actu sur les informations sportives de ce samedi parce qu'il y a eu énormément de choses. Exactement, on va commencer avec du football et la suite de la 14e journée de Ligue 1 qui a lieu aujourd'hui avec un match à 17h comptant pour le maintien. C'était le 17e contre le 19e et c'est Ajaccio qui s'est imposé face à Strasbourg sur le score de 4-2 après une première mi-temps complètement dingue. Il y avait d'abord 2-0 pour les Strasbourgeois et puis en l'espace de moins de 10 minutes, Ajaccio a complètement retourné le match. 4 buts pour Ajaccio en première mi-temps, 2 buts pour Strasbourg en première mi-temps. Score final 4-2. Il y a un autre match, un match des extrêmes ce soir à partir de 21h. Lens, deuxième, se déplace sur la pelouse d'Angers, 20e. Ce sera à 21h. On le suivra en fil rouge en même temps évidemment que la rencontre de l'équipe de France. On va parler de rugby puisqu'il y en avait évidemment tout au long de la journée et également du rugby féminin avec la demi-finale de la Coupe du Monde de rugby féminin ce matin avec l'équipe de France qui s'est inclinée face aux All Blacks sur le score de 25-24. L'équipe de France féminine qui a même eu l'occasion de remporter cette rencontre avec une pénalité en fin de match. À noter que les All Blacks se sont qualifiés donc pour la finale à domicile et elles retrouveront les Anglaises vainqueurs du Canada sur le score de 26-19. Un mot de voile aussi avec la route du Rhum, le départ de la course qui était prévu demain qui est finalement reporté à mardi soir ou mercredi matin. C'est ce qu'a annoncé Francis Le Goff, le directeur de la course suite à une météo compliquée. Et puis il y a également du tennis aujourd'hui, Alexandre, avec des demi-finales du Rolex Paris Master 1000 avec Rune qui s'est imposé face à Félix Auger-Aliassime en 2-7, 6-4, 6-2 et puis Djokovic qui vient de s'imposer face à Tsitsipas en 3-7, 6-2. Il a perdu le deuxième set 3-6 et puis il s'est imposé dans le dernier set 7-6. Merci beaucoup Quentin Cabanis. Revenons donc sur ce multiplex qui vient de se clôturer sur Sud Radio. On a diffusé tous les matchs et des rencontres. Tiens d'ailleurs, commençons très rapidement. Philippe, quel est le match que tu retiens dans ce multiplex ? Je retiens le coup de Bayonne à Michelin et cette victoire méritée avec ce grand match de l'Aviron Bayonnais. Ouais, Olivier Magne. Et, bien sûr, c'est effectivement l'exploit de l'Aviron Bayonnais. C'est vrai qu'on avait vu quand même ces dernières semaines de très bonnes choses de l'Aviron, cette confiance qui est vraiment très présente et qui permet à cette équipe de changer complètement d'attitude, de philosophie sous la houlette de Pata, l'entraîneur de Bayonne. Et c'est vrai que de là à penser que cette équipe allait s'imposer à Clermont, qui elle aussi est une équipe qui se trouvait quand même dans une bonne phase et notamment à domicile avec de très bonnes choses, notamment sur l'état d'esprit. Voilà, c'était sans compter évidemment sur la capacité d'un joueur comme Camille Lopez aussi d'amener les siens derrière lui dans un lieu qu'il connaît très très bien. Et donc les Bayonnais s'imposent vraiment à la surprise générale. Mais en même temps, si on regarde bien, c'est pas non plus étonnant tant le début de cette équipe de Bayonne est quand même très 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 intéressant. Oui, on va commencer donc dans Sud Radio le sport, le mag. On va d'abord parler donc de cette équipe de Bayonne. On en a déjà parlé quelques instants avec Julien Vert. Ça ressemblait à un piège un peu déguisé quand même, parce que est-ce que toi Philippe, dans ton honnêteté quand même légendaire, est-ce que tu aurais misé sur une victoire de Bayonne à Clermont ?
Non, pas du tout. En plus, on sait que les équipes qui montent, elles manquent toujours un peu de profondeur de banc. Et on a vu en plus qu'il y avait eu du turnover dans la composition d'équipe. Donc, comme le disait Olivier, en plus, la dynamique était plutôt clermontoise, surtout à domicile. Donc, honnêtement, j'y croyais pas. Bon, on a eu des prémices de ce qu'était capable de proposer cette équipe à l'extérieur. On a vu d'entrée dès la première journée un beau visage à Toulon. On a vu des bouts de match, même s'ils craquaient un peu à la fin à l'extérieur, où ils étaient allés accrocher de grosses écuries. Mais honnêtement, non, j'y croyais pas. Mais là, sur le contenu, en plus, il n'y a pas grand-chose à dire. Face à une équipe de Clermont, sur le papier, qui était au complet. Et donc, c'est clairement un match très 17 important. absents quand même, hein, Clermont. Ouais, 17 absents, mais la composition d'équipe quand même restait quand même très, très honnête et permettait quand même aux Clermontois d'espérer autre chose. Voilà. Aujourd'hui, avant le match de Toulon, cette équipe de Bayonne, elle intègre le top 6. C'est quand même assez exceptionnel. Et en plus, elle a vu des résultats de ses concurrents directs pour le maintien, même si dans quelques temps, on ne parlera peut-être pas de concurrents directs pour le maintien concernant l'Aviron bayonnais. Sur le plan comptable, c'est un énorme coup. Et tiens, quelques éléments clés de la victoire de Bayonne à Clermont, côté bayonnais. Un excellent 14 sur 15 en touche, ce qui est quand même 100%, enfin qui est vraiment respectable. En mêlée fermée, c'est du 9 sur 10, donc c'est tout à fait respectable aussi, du côté de l'Aviron bayonnais qui a gratté 5 ballons au sol. Mais quand tu regardes un petit peu les stats, et ça ne reste que des stats bien évidemment, du côté de Clermont, c'est 94% de plaquage réussi, c'est 25 défenseurs battus à 9, 5 franchissements à 1, 148 passes à 103, 473 mètres parcourus ballon en main à 200. Est-ce que c'est pas Clermont qui perd ce match plus que Bayonne qui le gagne au final? Loin de moi l'idée de dire que l'Aviron ne mérite pas sa victoire, pas du tout, mais est-ce que Clermont n'envoie pas un peu le match valser, Olivier? Ouais, c'est évidemment, au vu des statistiques que tu énonces, c'est évidemment la question qu'on peut se poser. Maintenant, quand cette équipe débute le match sans Ituria, qui est quand même le défenseur principal en touche et le pourvoyeur de ballon de cette équipe clermontoise. Pour un jaune, pour un rouge d'ailleurs, qui nous reste toujours en travers de la langue, en travers de la gorge plutôt, de la semaine dernière face à Castres. Et puis l'absence de Raka aussi, qui est un joueur déterminant sur des coups qu'il faut terminer. Et c'est vrai que la SM a eu 2-3 situations qui étaient favorables sans pour autant terminer. Donc voilà, c'est des joueurs aussi qui manquent à cette équipe de la SM quand elle est diminuée avec les absences dues à ce mois de novembre. Donc voilà, c'est une équipe clermontoise qui ne doit pas non plus remettre en question, je veux dire, tout ce qu'elle a fait depuis le début de la saison. C'est pas grave pour autant. C'est vrai que voilà, c'est Bayonne qui profite de ça et qui engrange encore un petit peu plus de confiance, mais voilà, il y a des cycles. Alors autant Bayonne en profite maintenant, et c'est tant mieux pour cette équipe parce que elle va s'éloigner petit à petit de la zone de maintien, ça c'est clair, même si tout n'est pas fait, mais en tout cas voilà, c'est des points pris qui ne sont plus à prendre, et concernant Clermont, c'est qu'une petite piqûre de rappel. Ouais, effectivement. Basculons sur le Brive. La Rochelle, des brivistes qui se sont inclinés, donc 17-19. Ils ont eu la balle de match. Elle a été manquée par Thomas Larangera. Dans cette partie, j'ai compté 4 joueurs se sont exercés au but. Côté briviste, on a changé de façon constante. À chaque fois, on a changé quasiment de buteur, ce qui est quand même surprenant sur cette gestion-là. C'est quand même pas du tout normalement ce qu'on fait. On est d'accord, Olivier? Ouais, bien sûr. Un buteur. Normalement, quand il marque, on le laisse, quoi. Alors que Chartenick vient de marquer. C'est vrai, ça c'est un peu surprenant, et évidemment de la part des brivistes. Et bon, ça dénote évidemment de la fébrilité, un manque de confiance, des joueurs qui ont du mal aussi à prendre cette responsabilité ouvertement, et donc c'est Larangera malheureusement qui s'y colle sur la dernière et qui est un habitué du tir au but et qui malheureusement la manque, mais bon voilà, c'est vrai que c'est quand même un cas particulier sur l'ensemble de matchs où 4 buteurs s'exercent dans le tir au but, et derrière Larangera qui se retrouve à prendre la dernière, donc lui il a une pression encore un peu plus importante sur les épaules sur la gagne du match, et bon, et finalement il la passe pas parce que voilà, mentalement
finalement tout se chamboule et tout est compliqué quand on arrive dans cette situation. Ouais. Donc voilà, c'est un match à nouveau perdu pour Brive qui évidemment se retrouve dans une situation très inquiétante. À Brive à domicile, c'est une défaite face à La Rochelle, donc 17-19. C'est une défaite face au Racing 38-43. Un revers lourd face au Stade Toulousain 45-7. Je l'ai fait dans l'ordre du plus récent au plus ancien. Ensuite, il y a eu une victoire en laissant le bonus défensif à Bayonne 25-22. Puis une défaite à domicile face à Montpellier. Et une défaite encore à domicile face à Lyon 27-31 pour remonter. La dernière fois que Brive s'est imposé à domicile sans laisser le bonus défensif à l'adversaire, c'était en mars dernier. Est-ce l'idée pendant de longues années on a toujours dit que Brive c'était une forteresse à domicile, la Médée Domenech était une forteresse. Aujourd'hui cette équipe de Brive elle n'a plus ça dans sa poche, elle n'a plus cette carte là dans la main, Philippe? Ah non, elle l'a plus, clairement. Ça avait commencé la saison dernière et c'est pour ça qu'ils ont vécu cette fin de saison très difficile à batailler pour le maintien. Le maintien, il le gagne à Perpignan l'année dernière. Le maintien, il le gagne à Perpignan et aujourd'hui, tu énonçais les matchs du CAB à domicile, mais ils sont derniers ce soir à 1 point de Perpignan, à 13 points. Perpignan est à 14 points avant-dernier, mais surtout, l'arbre qui cache la forêt, c'est cette victoire à Perpignan, qui leur fait un bien fou, qui est clairement une victoire à 8 points face à un concurrent direct. Si on enlève cette victoire à l'extérieur à Perpignan, le bilan comptable de Brive, il est quand même très très délicat. Et c'est vrai que c'est surprenant parce que quand on a vu cette équipe de Bayonne monter avec un recrutement intéressant, mais peut-être un manque de moyens, qu'on a vu que la section perdait des joueurs importants, on ne pensait pas que Brive pourrait être à ce point en difficulté. Parce que je crois que ça se joue pas que sur la composition d'équipe. Il y a un mal qui est peut-être un peu plus profond du côté du CAB, parce que en effet, comme tu l'as dit, depuis la saison dernière, ils n'arrivent plus à rester maîtres à domicile. Et quand on voit la difficulté qu'a cette équipe à aller chercher des points à l'extérieur, forcément, le maintien va devenir de plus en plus compliqué. Ouais, et le calendrier pour cette équipe de Brive, c'est un déplacement à Pau dans 2 semaines. Ce sera le 26. Il y aura 2 semaines de pause pour le top 14. Il faudra aller à Pau, puis aller à Bordeaux, recevoir Clermont, puis aller à Lyon. Voilà, sur les 4 prochaines journées, 3 déplacements pour cette équipe de Brive. Ça va être très très difficile pour le CAB qui ne montre pas de signes très encourageants, et donc la victoire 19-17 de La Rochelle sur la pelouse de Brive qui ne tient finalement à rien. Et c'est aussi ça la dureté de ce sport qui est le rugby. On continue de débriefer le multiplex, mais petit tour du côté du Stade de France. Antoine Mazère aux abords de l'enceinte dionysienne avant ce France-Australie ce soir. Belle ambiance aux abords du Stade de France. Rebonsoir messieurs. Oui, les travées du Stade de France, ils commencent à se remplir petit à petit. Ambiance qui va monter crescendo. On n'est pas encore à guichet fermé au Stade de France ce soir, mais on sent quand même une certaine ferveur. Il fait bon, il fait pas trop froid dans ce début du mois de novembre, et je suis avec deux supporters qui sont venus ensemble, Jean-Paul et Bernard qui viennent de Gujan-Mestras en Gironde, qui sont fervents supporters de quelle équipe, messieurs? D'abord de l'UBB évidemment, de l'équipe de France surtout, et puis quand même de Gujan-Mestras bien sûr. Bien sûr messieurs, alors là premier match de cette tournée du mois de novembre, qu'est-ce que vous allez penser de cette équipe, de cette opposition entre l'équipe de France et l'Australie, les Wallabies? Tout d'abord, juste avant de répondre à votre question, moi je voudrais féliciter l'équipe de France féminine qui, malgré sa défaite d'un petit point ce matin, a été juste merveilleuse. Comme quoi le rugby, ce n'est plus qu'un sport d'hommes, c'est aussi un sport de femmes. Bravo l'équipe de France. Bravo. Merci Bernard. Bravo à vous du coup Bernard. Ben oui, mais c'était important de le rappeler. C'est au commentaire François Trio que vous connaissez aussi du côté de Bordeaux, de la Gironde. Et justement un petit mot sur ce match là qui approche à moins de 2 heures du coup d'envoi. À moins de 2 heures, moi je voudrais savoir un petit peu comment va se situer l'équipe de France face à l'Australie, puisqu'on était quand même première du board il n'y a pas tellement longtemps. Et puis je vous rappelle quand même que dès l'année prochaine, on reçoit la Coupe du Monde avec un gros match France-Nouvelle-Zélande à l'entrée. Alors ça sera un très très bon élément de température ce soir. Et Jean-Paul, justement un petit mot sur cette équipe de l'Australie, les Wallabies. On n'a pas souvent l'habitude de jouer ces équipes de l'hémisphère sud. Est-ce qu'elle vous fait peur, cette équipe de
l'Australie? L'Australie, ils sont quand même assez durs, ils sont très percutants et très violents. Mais l'équipe de France, sur sa lancée, après avoir fait la saison dernière qu'ils ont fait, malgré quelques présences, comme la nature reste la même, je pense que ça va le faire. Il faut que ça le fasse. Et justement, un petit pronostic sur ce match? Alors là, c'est la question très difficile. Ouais, je veux bien... il faut se mouiller. 30-15, voilà. 30-15 pour Jean-Paul et pour vous, pour Bernard? Moi je suis plus raisonnable, allez, je dirais 30-16, allez. Oui, et puis juste 30-16, bon. Il y a une victoire de l'équipe de France. Juste un dernier petit mot, tant que je vous ai. Dupont qui va être capitaine, c'est également le meilleur joueur du monde. Il y avait un débat avec Charles Olivon. Est-ce que pour vous, c'est le bon choix d'avoir Antoine Dupont capitaine? Alors oui, c'est le bon choix d'abord parce que maintenant il a une expérience en tant que capitaine qui a mené quand même l'équipe de France à 10 victoires consécutives. Et puis je pense que Charles Olivon ne prend pas ombrage de ce nouveau capitana puisqu'on est quand même dans une équipe, c'est l'esprit d'équipe, c'est l'esprit de la France, que le capitaine ça soit l'un ou l'autre, c'est l'équipe de France. Allez France. Et ben voilà, Merci le mot beaucoup. est passé ici au Stade de France. Voilà, l'ambiance va continuer à monter, la sono est prête et on attend beaucoup de monde quand même ce soir ici à Saint-Denis. Merci beaucoup Antoine Mazer et ses supporters de l'équipe de France. Voilà, c'est ça qu'on aime sur Sud Radio, notre connexion qu'on a avec les amoureux de ce sport qu'est le rugby. On se retrouve dans un instant, on continue de parler de cette 10e journée du Top 14 et puis on fera le tour de table de l'actualité avec nos consultants Philippe Spanghero, Olivier Magne. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc. Tu m'as pas dit que tes enfants sont fans de Marvel? Si, pourquoi? Parce que regarde, en ce moment, t'as 108 nouvelles cartes Marvel à collectionner chez Leclerc. Non. Et l'album à 1,99€ pour leur collection. Ils vont être trop contents. Bah voilà. Du coup, si t'as Spider-Man en double, tu me l'échanges contre Thor, ok? Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Jusqu'au 17 décembre chez Leclerc, obtenez une pochette de 4 cartes à collectionner par tranche de 30 € d'achat ou pour l'achat de 2 produits partenaires. Modalité dans les points de vente participants et sur www.e.leclerc. 1992, Renault révolutionne la ville avec Twingo, la citadine fun et colorée. 2022. Twingo, toujours en phase avec son temps et 100% électrique. Aujourd'hui, Renault est numéro 1 des ventes électriques en France. Renault Twingo E-Tech 100% électrique, dès 160 € par mois. Étude septembre 2022, AAA Data. Twingo électrique authentique hors option LLD 37 mois, 22 500 km. Premier loyer de 9 500 € ramené à 1 000 € après déduction bonus éco et prime à la conversion si éligible. Voir service-public.fr. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 novembre si accordiaque. Voir Renault.fr. Pensez à covoiturer. Renault. Vous les pros, vous devez sans cesse optimiser. Optimisez votre temps pour passer d'un chantier à un autre. Optimisez le chargement de votre matériel. Nouvel utilitaire Renault Kangoo Vanitech est fait pour vous. 100% électrique et avec jusqu'à 300 km, il offre la meilleure autonomie de sa catégorie et un chargement optimisé avec son ouverture latérale coulissante record d'1,45 m. Pour ceux qui ne s'arrêtent jamais. Selon 2 études internes comparatives d'avril et octobre 2022. Système d'ouverture de série selon version. Voir professionnel.renault.fr. Renault. Sud Radio Millau. 101.4. Sud Radio. Pour faire des économies d'énergie, j'éteins tous mes appareils en marche ou en veille quand je ne les utilise pas. Et moi, j'ai réglé la température de mon chauffe-eau à 55 degrés et je prends des douches moins longues. Et moi, je décale l'utilisation de mon lave-linge et de mon lave-vaisselle l'après-midi ou la nuit. Et moi, je règle mon chauffage à 19 degrés maximum en journée. Et moi, j'ai fait installer un thermostat programmable pour pouvoir mieux régler mon chauffage. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement. Vous saviez que Darty fait aussi des cuisines? Pour la cuisine, voyons les choses en grand. En petit, on n'a pas les moyens. En grand. En petit. En grand. En petit. Darty voit les choses en grand et les prix en petit. Jusqu'au 30 novembre, jusqu'à moins 25% sur vos meubles de cuisine. Prise de rendez-vous et conditions en magasin et sur cuisine.darty.com. Darty Concepteur Cuisine, un choix incomparable de cuisine et d'électroménager. Sud Radio Sport, le MAG, Alexandre Priam. À 1h30 du coup d'envoi, un peu plus de ce France-Australie très attendu au Stade de France, le début des tests de novembre de cette Autumn Nations Series. On n'aime pas trop dire ça, mais bon, voilà, test de novembre, c'est plus parlant pour tout le monde. France-Australie et François Trio est déjà au Stade de France. Salut François. Salut Alex, salut à tous. Vous m'entendez ou pas? Pas très bien. Je pense que tu n'as pas le bon micro-casque sur la tête. Ah, c'est il a démarré très tôt. Hein. Ouais, bien sûr que vrai, si, j'ai le bon micro ou pas? Mais là c'est bon. Là c'est mieux. Là. Ah, c'est mieux François. Voilà. Bah, écoutez, moi je suis content de vous avoir. Oui, je suis au Stade de France et les joueurs, figurez-vous, vous arrivez au bon moment, qui viennent de pénétrer sur la pelouse pour
pour reconnaître cette pelouse qui a l'air magnifique. Voilà, ils sont en civil et il y a à peu près une douzaine de joueurs là qui sont là. J'aperçois Cameron Woki, Sekou Makalou, Peato Movaka. Il y a aussi des membres du staff. Bref, ils sont tous là ou presque tous, pour humer un petit peu cette terre de Saint-Denis. Il fait frais, pour l'instant pas de pluie et le stade n'est pas encore complètement garni, c'est normal, mais il y a quand même pas mal de monde qui est déjà installé, parce que c'est vrai que toujours l'accès, c'est un petit peu rock'n'roll, l'accès à Saint-Denis, vous savez. Ah bah ça toujours, hein. Ça c'est toujours le cas. On l'entendait, il y a quand même beaucoup de monde ce soir au Stade de France, mais c'est pas guichet fermé, François, hein. Et puis il va falloir, comme le disaient à l'instant Jean-Pierre et Bernard, effacer un petit peu la déception de ce matin qui est encore vive, hein. La défaite de l'équipe de France féminine. Ouais, c'est vrai que mourir à un point, comme elles l'ont fait les filles, à l'Eden Park, avec autant de courage, autant de générosité, c'est vrai que voilà, on a du mal un peu à trouver les mots, et je vais vous avouer que moi je suis vraiment triste pour elles, et même si j'ai commenté ça à distance, mais c'est vrai que elles ont mis tellement d'énergie, tellement de cœur que bon voilà, elles n'ont pas tout bien fait, bien sûr, il y a forcément des erreurs, des points à améliorer, mais quand même c'est un grand dommage, vraiment c'était un exploit qui allait être retentissant pour le rugby féminin, et c'est plutôt ce regret qu'on a quelques heures plus tard, 8 heures ou 10 heures plus tard, je sais plus, je m'y perds dans les heures, hein. Donc voilà. Ouais, mais moi je suis devenu un spécialiste des heures. François, on te retrouve à 20h, ça te va? On sera là, bien sûr, on sera là. Le temps d'aller faire un petit contrôle antidopage, bien sûr. Ah bah oui, c'est très important. On revient sur le tour de table de l'actualité, puisque c'est important. Voilà, on revient sur ce qui s'est passé ces derniers jours dans l'actualité, et on commence avec Philippe Spanghero. Philippe, rapidement, cette idée-là d'avoir peut-être des Lions britanniques face à un nouvel adversaire. Ouais, mais pour coller à l'actu et cette réception de l'Australie, on a parlé de la difficulté de ce rugby australien à se réinventer dans cet hémisphère sud dominé par les Néo-Zélandais économiquement et politiquement, et avec maintenant le retrait des Sud-Africains qui ont rejoint le championnat du Nord. Donc le rugby australien est en difficulté financière depuis le Covid, on le savait. Et là, il y a une info qui est sortie cette semaine qui consisterait éventuellement à recréer, puisque ça a déjà été réalisé dans les années 90, une sélection de Lions du Sud, en quelque sorte, qui réunirait les meilleurs Australiens et les meilleurs Néo-Zélandais pour recevoir les Lions britanniques. Quand on sait à quel point la réception des Lions britanniques est un événement dans l'hémisphère sud d'un point de vue économique et médiatique, ce serait une énorme opération, d'abord pour les amoureux de rugby, et puis ensuite pour les finances du rugby australien qui en ont bien besoin. Ouais, Olivier Mann, qu'est-ce que t'en penses? Je t'ai vu un petit peu faire la moue. Ouais, je suis pas convaincu. Les Lions, ils se déplacent chez une nation finalement, et des supporters qui se reconnaissent en une nation et non pas peut-être un hémisphère. Donc je suis pas convaincu de tout ça. Il y a une course aujourd'hui, il y a une surenchère peut-être à une économie fragile dans le rugby, et il y a une volonté de trouver des ressources économiques, mais ça doit pas se faire non plus à n'importe quel prix. Mais bon, en tout cas voilà, faut suivre ça de près. Mais j'émets quand même de sérieux doutes. Quant à Cabanis, autre tour de table très rapidement, c'est la Route du Rhum. Exactement, le faux départ de la Route du Rhum qui était prévu demain et qui est finalement reporté à mardi ou mercredi matin. C'est ce qu'a annoncé Francis Le Golf, le directeur de la course, pour la sécurité évidemment des marins. C'est une décision qui est comprise par l'ensemble de la flotte, et notamment Samantha Davis, qui elle se dit rassurée. Elle pourra et elle devrait normalement nous en dire plus demain soir, puisqu'elle devrait être avec nous sur Sud Radio. Bah voilà, petit teasing de Quentin Cabanis avec donc Samantha Davis qui devrait être notre invité. Samantha Davis et Quentin Cabanis, là je sens faudra quand même suivre l'histoire. Julien Thomas aussi, hein. Julien Thomas est devenu il y a plusieurs personnes sur le dossier. Sachez-le. Ah oui. On se bat pour Samantha. Voilà. Bah oui. Et puis elle mérite qu'on se batte pour elle. Olivier, on va te remercier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui en merci studio. À vous. Et tiens, du coup, est-ce que tu as un pronostic aussi large que nos deux auditeurs de Gujan Mestras, Bernard et Jean-Pierre, qui nous disaient 30-15 ou 30-16?
Ouais, aussi large. Je pense que l'équipe de France est en mesure de faire un match, évidemment. Alors c'est le premier match, tout ne sera pas parfait, mais c'est une équipe australienne quand même qui est en grande difficulté. Et je la vois pas rivaliser avec l'équipe de France. Donc je vois quand même un avantage net au score de cette équipe de France. Et je pense qu'elle sera en mesure de marquer 30 points. Ouais. Ben voilà, merci beaucoup. Est-ce que Philippe, tu es d'accord avec ça? Très rapidement. Parce que là, notre gardien du temps, Monsieur Cabanis, qui voilà. Il suffoque. Oui. Ah voilà. Oui, il est d'accord avec nous. Merci beaucoup, Philippe. Salut. Merci beaucoup, Olivier. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour revenir sur la journée de Pro D2 et on aura dans un instant aussi, une vie de rugby. Philippe Spanghero avec Éric Champ. C'est dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Méné. Bah, tu fais quoi là? J'essaye de me décider pour ce week-end. Pile, on profite en ville et face, on part à l'aventure. Sauf que, voilà, elle arrête pas de retomber sur la tranche. Et ça fallait s'y attendre. Avec notre Mini Countryman hybride, on roule en électrique la semaine et on part à l'aventure en SUV le week-end. L'équilibre parfait, comme ta pièce. Du coup, on relance pour savoir par quoi on commence? SUV Mini Countryman, venez découvrir nos offres dans votre mini-store. Méné. Au quotidien, prenez les transports en commun. Comment expliquer à quelqu'un qui ne sait pas nager ce que c'est que de flotter? Comment décririez-vous la saveur d'un plat étoilé? Marcher sur le sable mouillé ou les feux d'artifice? Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Qui l'a vécu en a gardé la trace. Comunitat Valenciana, Méditerranée, en live et en sécurité. Renault, longue vie aux voitures à vivre. Souvent les gens me disent « Oh José, mais qu'est-ce que vous nous avez fait rire tous les soirs ?» Mais bon, ça, c'était avant. Mais d'où avant? Je suis toujours en pleine forme, moi. Tout fonctionne bien, regardez-moi cette patate. Bah oui, je m'entretiens. C'est important l'entretien. Pour votre véhicule de plus de 3 ans, chez Renault Car Service, bénéficiez de la révision essentielle avec 38 points de contrôle, vidange et remplacement du filtre à huile à partir de 99 €. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers, conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr. Sud Radio Bayonne. 103.9. Sud Radio. Ma première cigarette, c'était avec Steph et Caro. On était dans ma chambre, on voulait essayer pour voir. Entre deux quintes de tout, on faisait comme si c'était une habitude. Sans se douter que ça allait vraiment devenir une pendant 30 ans. Mais aujourd'hui, cette habitude, ça fait 1 semaine qu'on s'en est débarrassé avec Caro. Vous n'étiez pas seul quand vous avez commencé. Vous ne serez pas seul pour arrêter. Pendant cette première semaine de mois sans tabac, n'hésitez pas à vous faire conseiller par un professionnel de santé. Il pourra vous prescrire des substituts nicotiniques. Avec une ordonnance, ils sont remboursés par l'assurance maladie. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. C'est les 25 jours Auchan. Des promos à vous faire tourner la tête. Jusqu'à mardi, le saumon entier vidé est à seulement 7,99 € le kilo. À ce prix-là, en carpaccio arrosé d'un filet d'huile d'olive et de jus de citron, il y a vraiment de quoi en faire tout un plat. Un excellent plat. Auchan, avec plaisir. 7,99 € le kilo de saumon atlantique entier vidé vendu en pièces de 1 à 4 kilos. Élevé en Écosse ou en Norvège. Valable dans vos magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel. Liste sur Auchan.fr. Sud Radio Sport, le MAG, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, la radio du rugby. Sud Radio aime ce fantastique sport qu'est le rugby. À 21h, le coup d'envoi de France-Australie du côté du Stade de France à Saint-Denis. L'avant-match dès 20h. Mais dans quelques minutes, Philippe Spanghero recevra Éric Champ pour une vie de rugby. Mais avant ça, on revient sur la 10e journée de Pro D2. Sud Radio Rugby, le conseil de classe. Avec les résultats de cette 10e journée de Pro D2, Quentin Cavanis. Provence s'est imposé à Béziers sur le score de 30-29. Oyonnax a battu Rouen 61-13. Succès de Mont-de-Marsan face à Colomiers 25-9. Victoire de Montauban face à Massy 25-12. Succès de Vannes face à Nevers 18-12. Succès de Grenoble à Carcassonne 23-14. Et Soyaux Angoulême qui avait battu hier Agen 16-12. Ouais, 16-12 en faveur du SA15 face à cette équipe d'Agen. Comment ça se passe? C'est extrêmement simple. Le conseil de classe, il y a 3 catégories. Il y a les avertissements, vous avez compris l'idée. Il y a les compliments et puis les félicitations, comme sur un bulletin scolaire. D'ailleurs, il y a le premier trimestre qui est en train de se terminer, qui s'est terminé, et il va falloir répondre de ça d'ailleurs. Avec donc cette 10e journée de Pro D2, les décideurs sont Julien Thomas et Philippe Spanghero, et on attaque par les avertissements. J'arrive pas à croire que t'aies fait ça. Avertissement. Sud Radio Rugby. Va falloir que tu fasses mieux que ça, petit. Ça a plus de sens. C'est nul.
je me méfie de vous, parce que les réactions comme ça, en pleine inspiration, ça peut nuire. Espèce de grenasse! Ça fait chagrin. Attention. J'ai pas réfléchi. Oui, alors surtout réfléchissez pas vous, parce que c'est là que c'est une catastrophe. Ouais, c'est là que c'est catastrophique. Félix Panguero, as-tu réfléchi à ton avertissement? Oui, j'ai réfléchi à mon avertissement, bien sûr. C'est Carcassonne une nouvelle fois. Alors je suis malheureux de les nommer aussi souvent, mais là pour le coup, c'est une défaite à domicile qui fait mal. Je sais pas s'il va y avoir du changement au club ou pas, mais en tous les cas, il va falloir quand même assez vite créer un électrochoc parce que aujourd'hui, Carcassonne semble faire à l'avant-dernière place, à 14 points, à 1 point du dernier Massy, très très loin de la dynamique de la saison dernière où ils avaient joué des phases finales, et on sent que le mal est assez profond du côté de l'USEC. Ouais, et le choix est le même pour Julien Thomas, malheureusement, pour cette équipe de Carcassonne qu'on aime beaucoup sur Sud Radio. Non, mais qu'on aime beaucoup, mais c'est vrai que il me semble, la deuxième défaite à domicile après celle de Colomiers, de Massy. Et c'est vrai que 23-14 face à cette équipe de Grenoble qui a été excellente, mais des Carcassonnais qui se retrouvent avant-dernier et qui sont en difficulté dans ce championnat. Est-ce qu'ils vont pouvoir, je pense, dans la seconde partie, rivaliser et revenir avec une confiance qui est moindre que la saison passée? Je ne sais pas. Donc c'est toute un peu la problématique de cette équipe de Carcassonne. Ouais, Carcassonne qui inquiète dans ce championnat de plus en plus en fait au final, parce que rien ne semble s'arranger pour le club audois, qui vit décidément une drôle de saison. Place aux compliments. Oh là là, j'ai plein d'idées. Je suis trop fort. Compliments. Sud Radio Rugby. Bon, on est ravis en tout cas que vous soyez là. Ça me fait plaisir, le plaisir partagé, c'est pour ça que je suis là, c'est pour le plaisir. N'oublie jamais qui tu es. Le monde ne l'oubliera pas. Présentez-vous, les gars, qui je suis? C'est moi! C'est moi! Je suis un monsieur! On salue ce capitaine, je crois, du Cérès sportif dans les Pyrénées-Orientales qui a vraiment marqué l'histoire de ce sport. Compliment à Grenoble de ton côté, Julien Thomas. Oui, Grenoble qui est allé gagner quand même à Carca, donc c'est quand même une belle performance, qui est allé chercher une victoire il y a 2 journées à Montauban, donc elle se déplace bien cette équipe grenobloise, on en parle peu, parce qu'elle avait eu ces dernières saisons un peu en dents de scie, et puis là elle est vraiment sur le devant de la scène et prétendante à jouer peut-être les 4 premières places, donc Grenoble en allant chercher cette victoire vraiment à Carcassonne, je pense qu'elle marque les esprits pour tout le monde dans le championnat. Ouais, des esprits marqués aussi par Oyonnax ce soir, et la très large victoire face à Rouen, c'était à domicile, 61-13. Philippe Spanguero, compliment aux joueurs de l'Ain. Ouais, aux joueurs de l'Ain qui quand même creusent l'écart. On sent que cette équipe, elle monte en puissance. On a vu cette deuxième domination très nette à domicile avec des bonus offensifs. On a rarement vu plus de 50 points dans ce championnat. On le dit, qui est toujours très dense et où les équipes finalement se tiennent. On sait que Rouen en plus est auteur d'un bon début de saison. Donc là, ça a été une démonstration du côté de l'USO qui place le deuxième Agen à 6 points. On sent que Oyonnax vraiment se détache en haut du classement. Ouais, Oyonnax se détache clairement quand même en haut du classement de Pro D2. Tiens, petite question, juste un petit tour de table. Est-ce que c'est Oyo et les autres, réellement, dans cette saison pour l'instant? Ouais. On vient de terminer le premier tiers. Ouais, c'est en train de le devenir là, oui. Depuis 2-3 matchs. On sent une montée en puissance quand même très forte d'Oyo. Oui, en puissance et surtout à la maison, c'est sanction. Si tu passes à côté de ton match où tu fais tourner, tu prends 60 points. Ils font pas semblant là, cette année au Yo. C'est 0 défaite sur les 5 derniers matchs au Oyonnax. Un nul et 4 victoires. Et puis le nombre de points encaissés par l'équipe adverse, je pense que c'est... Ah, ils ont plus 188 de différence. Deuxième équipe, c'est Agen avec plus 56. Voilà. Ouais, non mais c'est vrai que cette équipe de Oyonnax, elle roule un peu sur tout le monde. Elle roule, franchement,
Elle est assez terrible à jouer, hein, j'ai l'impression. Quentin Cavanis qui a choisi, lieu de mettre en compliment, et c'est un petit aparté, cette équipe de Mont-de-Marsan, Quentin, avec la réaction notamment de Patrick Millet. Exactement, Mont-de-Marsan avec cette victoire 25-9. Alors pourquoi Mont-de-Marsan pour une victoire à domicile? Parce que Mont-de-Marsan, ils étaient dans une période compliquée, ils venaient d'enchaîner 3 défaites et là ils renouent avec le succès et ils s'imposent sans vraiment trop de difficultés. Et du coup, Patrick Millet, à l'issue de son match, forcément, il était fier de son groupe. Aujourd'hui, j'ai de la fierté de ce groupe montois. Sur le plan comptable, effectivement, le bloc 2 est négatif puisqu'il y a 3 défaites et notamment une défaite à la maison. Mais ça reste un marathon et le principal, c'est de recoller rapidement sur le peloton et d'aller chercher cette ligne d'arrivée. Nous allons prendre les matchs un par un. On fera le dos rond. Mais encore une fois, le contexte d'aujourd'hui était très particulier et je pense que les 23 joueurs ont honoré le maillot qu'a porté Benoît en tant qu'homme et en tant que capitaine. Ouais, donc bravo à cette équipe de Mont-de-Marsan pour les compliments et ce succès face à Colomiers. Place aux avertissements. Oh, félicitations. Ça va être bien. Ça va aller très bien même. Félicitations. Sud Radio Rugby. Moi, je suis peut-être pas un as de la stratégie ou du tir à l'arc, mais je peux me vanter de savoir ce que c'est que d'aimer quelqu'un. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Toute ma jeunesse. Peut-être la jeunesse de Philippe Spanghero qui se souvient de quand il avait, il y a 40 ans, 45 ans maintenant, pour Philippe Spanghero. Félicitations à qui, Philippe? Félicitations à Provence. Voilà, on a beaucoup tapé sur cette équipe de Provence qui avait mal démarré cette année, à raison, qui affichait des ambitions très élevées et qui entraîne petit à petit. Alors c'est moins flagrant que les victoires très larges d'Oyo, mais qui va faire des coups. On sait que c'est toujours difficile d'aller gagner à Béziers. Là, ils ont eu du caractère parce que ils ont pris le score. Béziers est revenu et ils ont réussi à le tenir jusqu'à la fin pour aller chercher 4 points précieux. Ils sont à la 9e place ce soir. C'est toujours pas au niveau des ambitions affichées, mais par contre ils s'éloignent quand même un peu de la zone rouge, ils peuvent regarder un peu plus vers le haut et ils recollent malgré tout à 4 points de ce top 6 tant attendu par cette équipe depuis plusieurs années. Et Julien, Thomas qui valide tout ça, c'est magnifique. L'équipe Sud Radio qui est d'accord donc pour les félicitations pour Aix-en-Provence. On récapitule, félicitations à Aix, compliments à Grenoble et à cette équipe de Oyonnax et des avertissements là aussi pour cette équipe de Carcassonne qui ne nous rassure pas. Dans un instant, une vie de rugby avec Philippe Spanghero et son invité Eric Champ. Pas tout de suite. Sud Radio Rugby revient dans un instant. Ashley Leroy est la première footballeuse française à avoir obtenu le prestigieux Ballon d'Or. Alors qu'elle atteint des sommets, tout bascule. Je suis plus bonne à rien, coach. Jusqu'à ce que la magie de Noël opère et provoque cette rencontre inattendue. Je cherche le chalet sur le coup. Le défi de Noël, un film familial et émouvant de Florian Essic qui nous rappelle avec intelligence à quel point la vie est belle et précieuse. La magie de Noël, ça existe finalement. Le défi de Noël, le 16 novembre au cinéma. Un film Sud Radio. Méné. Tu fais quoi là? J'essaye de me décider pour ce week-end. Pile, on profite en ville et face, on part à l'aventure. Sauf que, voilà, elle arrête pas de retomber sur la tranche. Et ça fallait s'y attendre. Avec notre Mini Countryman hybride, on roule en électrique la semaine et on part à l'aventure en SUV le week-end. L'équilibre parfait, comme ta pièce. Du coup, on relance pour savoir par quoi on commence? SUV Mini Countryman, venez découvrir nos offres dans votre mini-store. Méné. Pensez à covoiturer. Tu connais Zalando? Bah oui, j'adore. Et Zalando Privé? Non, dis-moi tout. Avec Zalando Privé, t'es invité à des ventes privées de marques hyper tendance. Tous les jours, tu découvres des nouvelles sélections mode, maison, accessoires et tu économises jusqu'à 75%. 75%? C'est quoi l'adresse de ton bon plan? ZalandoPrivé.fr. Réduction effectuée par rapport au prix de vente conseillé. Détail de l'offre sur zalandoprivé.fr. Sud Radio Corté. 99.6. Sud Radio. Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné. Pas de dégâts de votre côté, Julie? Non, heureusement, Cerise. J'ai eu plus de chance que mon voisin. Comment il va faire? Rassurez-vous, on est là pour tous nos sociétaires. Avec les conseillers et les élus bénévoles Groupama,
Notre communauté d'entraide mutualiste se mobilise sur le terrain pour soutenir, prêter main forte et héberger si besoin. Ah oui, c'est sûr, ça change tout, Cerise. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Plus d'infos sur groupama.fr. Sud Radio présente Une vie de rugby. Avec My Team Link, animateur de communauté, réducteur d'empreinte carbone. Éric Cham, bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien pour Sud Radio, Une vie de rugby. Un nouveau rendez-vous dans lequel on revient avec des personnalités qui ont marqué notre sport, sur des carrières exceptionnelles et surtout des vies accomplies bien au-delà de la partie rugbystique. Donc l'idée c'est de revenir très loin sur ces parcours et parler bien sûr en fil rouge de ces valeurs du rugby, ces fameuses valeurs dont on parle souvent et de comment elles aident à construire des hommes et à construire de belles aventures humaines et professionnelles. Alors toi Éric Cham, tu es l'homme d'un seul club, le RC Toulon, dont tu as porté fièrement les couleurs pendant 18 saisons avec beaucoup de succès. On y reviendra tout à l'heure, 2 titres de champion de France et puis bien sûr une grande carrière en bleu avec 2 Coupes du Monde à ton actif et plus de 40 sélections. Voilà, c'est une vie bien remplie d'un point de vue rugbystique, mais pas que. Alors la première question que j'ai envie de te poser, comme à tous les invités, c'est est-ce que tu te souviens de ton premier contact avec le rugby et comment tu découvres ce sport? Pour te répondre précisément, oui, bien sûr. En fait, moi, ça n'a pas été très dur. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai été conçu et je suis né à 50 mètres du stade de Mayol. Mon père était joueur de rugby à Toulon en équipe première et ensuite était éducateur. Et donc voilà, donc la voie pour jouer au rugby, elle était toute tracée. Et puis quand j'ai pu commencer un peu à comprendre, le dimanche, j'ai vu sur le terrain des gens qui s'appellent, je ne vais pas parler au passé, André Hérault, Christian Carrère, voilà quoi, Guarin, plein d'autres grands noms qui ont fait que voilà, j'ai eu très envie de ressembler sûrement à ces gens-là. Tu as été la quintessence de ce que peut représenter la combativité dans notre sport. Quels sont tes premiers souvenirs quand tu portes ce maillot et que tu sens que tu vas avoir à porter cet héritage de tous les grands noms dont tu as parlé précédemment? D'abord, la combativité. La combativité, tu sais, pour être joueur de rugby, si tu l'as pas, quel que soit le poste que tu joues, il vaut mieux que tu ailles faire autre chose. Le rugby, c'est le seul sport de combat collectif, et c'est vrai que tu l'as ou tu l'as pas. Alors bon, c'est vrai que nous, à Toulon, on en a toujours un peu joué, mais on n'était pas plus mariole que les autres. Et puis après, il y avait aussi un peu ce qu'on essaye de garder, parce que c'est maintenant marketing, un peu tout ce folklore qui fait que chacun des clubs se sentait bien. Nous, on se sentait bien dans le mariole. Voilà, on avait envie d'être mariole, mais bon, des fois, on s'est fait casser la tronche aussi, hein, parce que les équipes et les joueurs contre qui on jouait, ils se la laissaient pas toujours raconter. Donc ça, c'était pour te répondre sur la notion de combativité. Après... Mais pour rebondir là-dessus, Éric, rapidement, tu peux plus ou moins t'y épanouir. Et on sent que oui. Toi, tu as construit ta carrière là-dessus. Ouais, j'espère pas que là-dessus, parce que j'ai pas filé que des coups des casques. J'ai essayé de faire 4 passes, j'ai essayé de plaquer, même si j'étais grand, quelques mecs. Mais c'est vrai que, parce que peut-être que j'étais de Toulon, peut-être parce que effectivement, à Toulon, on avait besoin par génération ou un peu plus de trouver certains d'entre nous qui devaient être les porteurs de cette identité. Oui, sûrement, j'ai grâce à ça, oui, j'ai plutôt bien vécu dans le rugby. Mais là aussi, quand tu sais, quand tu es bon sur des cadrages des bords, les mecs que tu vas jouer en face de toi, ils vont rêver de t'en faire un de cadrage des bords pour te prouver qu'ils sont aussi forts que toi.
quand tu te dis être un combattant, c'est pas rare. Et je me souviens du président actuel de Toulouse, l'un de ses premiers matchs avec un autre troisième ligne. Tu vas m'aider à trouver le nom, je m'en excuse déjà par rapport à lui qui arrivait de Béziers. Karl Janik, peut-être. Il m'avait fait une séance. Comment? Oui, non, c'était Richard Castel. Oui, Richard. Il m'avait fait une séance où, si tu veux, sur la combativité, ils avaient été meilleurs que moi. Donc oui, c'est formidable d'avoir cette étiquette, mais c'est quand même difficile de la tenir à bout de bras et d'être toujours au rendez-vous parce que, ben voilà, ça fait quelques arcades pétées, ça fait quelques oreilles tordues, voilà. Et très important le sujet de construction dont tu parles parce que il y a ce rapport à l'aventure humaine. C'est un peu le fil rouge de ce que j'essaie de construire avec ces entretiens. À Toulon, à cette époque-là, il y a une génération assez exceptionnelle dans le rapport au collectif, le sens de l'engagement, avec bien sûr le Graal, avec ce titre de champion de France, 87. Donc, est-ce que toi, à ce moment-là, né à Toulon, si proche du stade, avec cet ADN familial dont on a parlé tout à l'heure, tu réalises à ce moment-là ce que tu vis, tu arrives à prendre un peu de hauteur ou tu vis ta carrière de joueur avec légèreté, en vivant ça comme une petite aventure humaine de copains, ou est-ce que tu as déjà le recul pour te rendre compte de ce que tu es en train de construire, de ce que représente ce club dans sa ville et du rôle que toi, à titre personnel, tu joues là-dedans? Je vais te répondre très franchement. Ça a été un poids terrible pour moi. Je pense que des fois, tu rentres sur le terrain, où tu représentes ton pays, où tu représentes ton club, on parlera plus tard, tu représentes ton sport quand il y a les Barbarians, mais on en parlera plus tard. Et je peux te dire que pour y réfléchir quelquefois, je me souviens de ces finales, 4 finales, dont 2 perdues, et chaque fois, et notamment en 87, après avoir perdu 85, je m'étais mis une pression en me disant mais c'est pas possible quoi. Alors que ce jeu appelle le collectif, j'étais presque sur une pression, si tu veux, individuelle, en disant putain c'est pas possible quoi, il faut que tu leur emmènes ce bouclier à Toulon. Tu sais, la dernière fois où ce club, mon club avait été champion de France, c'était en 31. Donc ça a été difficile. Les matchs ont été rentrés sur le terrain pour jouer des finales. Tu peux pas savoir. Pourtant, j'ai joué des grands matchs. Hein. Et merci au rugby, merci à ceux avec qui j'ai partagé le maillot. Mais putain, jouer des finales, ça a été... j'ai eu une pression, où je me suis mis une pression excessive. Alors, Éric Chan, je reprécise parce que des gens vont nous prendre en cours de route. On est ensemble pour l'entretien Une vie de rugby. On a parlé de la finale et du titre 87, ce Graal attendu depuis si longtemps à Toulon. Et puis toi, c'est vraiment là que ta carrière internationale décolle. Tu quittes Toulon quelques jours après le titre pour rejoindre la première Coupe du Monde 87 en Nouvelle-Zélande, jouer cette demi-finale contre l'Australie qui reste dans les mémoires, j'en ai des frissons rien qu'en t'en parlant, qui est un des plus grands matchs de l'histoire du rugby mondial. C'est un rendez-vous incroyable. Cette finale perdue contre les All Blacks. Et puis ensuite, il y a de belles saisons avec le 15 de France, une deuxième Coupe du Monde en 91. Donc là, tu prends de la bouteille, tu prends de l'expérience, tu prends du recul sur, j'imagine, ta vie de joueur, ton statut. Et puis, il y a cette année 92 avec ce deuxième titre du RCT, la façon dont ça se termine pour toi. Comment tu vis avec le recul ce deuxième titre et cette saison 92 si particulière à Toulon? Je le vis de façon formidable. Bizarrement, ça a laissé ça entre les hommes qui ont construit ça, le club et la ville, ça a construit un ciment incroyable. Alors après, nous, on l'a entretenu depuis 4-5 ans. Ben nous, là, les quelques anciennes de 92, on part et on se file chaque année de nouveaux défis. Alors c'est plus facile que d'être champion de France.
Mais quand tu pars avec le sac à dos et que tu as pratiquement 60 berges et que tu dis, putain, on va se faire une semaine dans le GR20, qu'on est reçu par Louiso Armari dans les Pyrénées, qu'on va faire une semaine de marche en randonnée dans les Pyrénées. Quand tu vois, donc on continue à vivre ensemble. Et ce qui est formidable, c'est que cela guide de vivre ensemble. On va basculer maintenant sur le monde professionnel et à quel point les valeurs du rugby, est-ce que tu as construit, la façon dont tu t'es construit en tant qu'homme, t'ont permis une réussite dans le monde professionnel. En quelques mots, moi, ce qui m'a frappé, j'ai lu un livre qui s'appelle Les Grands Fauves, que tu as peut-être lu aussi, qui parle du parcours de personnalités exceptionnelles qui ont fait l'économie française, qui ont construit le CAC 40 d'aujourd'hui. Et la genèse de cette histoire collective, c'est des gens qui, autour de Serge Kampf, se sont réunis au départ pour la passion commune du rugby. Il y a Bébéard, il y a Fourtou, il y a des personnalités comme ça que tu as bien sûr côtoyé de près et qui ont utilisé les valeurs du rugby comme socle de la construction professionnelle. Alors, on parle souvent de ces parallèles et aujourd'hui, ça fait partie de ta vie entrepreneuriale. Mais très concrètement, comment ces valeurs-là, elles t'ont permis de te construire dans cette deuxième vie professionnelle épanouie? Qu'est-ce qu'on avait pour nous? Les gens étaient allés à l'école, ils avaient bien travaillé. Nous, un petit peu, mais bon, pas, à un moment donné, tu ne pouvais pas tout faire. Qu'est-ce qu'on avait pour nous? On était des conquérants. On est des conquérants. Tu joues pas dans un club de première division, puisqu'à l'époque, on ne parlait pas de top 14, si tu n'es pas un conquérant, je veux dire, si tu n'es pas un compétiteur. Et puis surtout, on a eu cette aventure humaine où j'ose dire, tu sais, bien souvent, quand tu es capitaine d'une équipe, qu'elle soit sportive ou professionnelle, c'est quoi ta mission? C'est des gens ordinaires, en faire des gens extraordinaires. Hein. Puis comme il y avait plus d'humains dans les entreprises que j'ai dirigées de machines, ça ressemblait beaucoup au rugby. Ça ressemblait beaucoup au rugby. De réussir à emmener les gens, ça ressemblait beaucoup au rugby. La seule grande différence, je me le plais à le dire des fois, c'est qu'il n'y avait personne pour applaudir. Et ça, c'est une vraie frustration. Mais bon, derrière, c'était très important pour moi, parce que j'allais faire travailler 150, 200 collaborateurs. Tu vois, là, alors la responsabilité, elle était différente, l'engagement était le même. Voilà, par contre, il n'y avait pas le Parc des Princes où il créait des France. Et bon, voilà, donc on se le faisait à la nôtre, on se mettait dans un bureau, on festoyait un peu, parce que c'était important. Maintenant, on a interdit de festoyer dans les boîtes, quelle catastrophe. Mais c'est un autre sujet. Mais festoyer, ça ne veut pas dire en se mettre 3 grammes d'alcool dans le sang. Éric Cham, merci, parce que je crois qu'on est dans une période dans laquelle on a besoin de belles histoires et finalement, on se rend compte que les facteurs clés de succès, ils sont à la fois simples et compliqués, mais ils sont basés sur cette capacité à amener les gens à avoir envie de construire une histoire commune. Voilà, je voudrais terminer là-dessus. Je te laisse le mot de la fin. Philippe. Je te remercie beaucoup. Le mot de la fin, on ne peut pas parler que du passé. Moi, je suis le passé. Il faut parler de l'avenir. Et l'avenir, c'est cette génération extraordinaire, qui, comme tu le dis, vient du plus profond de nos campagnes, qu'elles soient de l'Auvergne, du sud-ouest, du sud-est, pour certains d'entre nous, peut-être du nord. Devenez des gens importants et parce que, voilà, si vous le faites, et tu sais à quoi je pense, le seul grand trophée qu'on n'a jamais eu, si vous le faites, ça sera quand même quelque chose de très important pour vous et vous aurez une belle construction d'hommes derrière. Donc voilà, le mot de la fin, il est plutôt tourné vers le futur parce que c'est ce qui compte et non pas ce passé formidable. Donc je te remercie de m'avoir interviewé. Écoute, merci Eric, merci pour ces mots, pour ta sincérité.
Donc, je t'embrasse. Exactement. Et je te dis à très vite. Moi aussi. C'était Une vie de rugby sur Sud Radio. Avec My Team Link, animateur de communauté, réducteur d'empreinte carbone. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. L'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Envie de voyager et de parcourir le globe? Participez au grand tournoi Tour du Monde avec le Casino Circus de Barbotan. Une croisière de 30 000 € à gagner et plus de 35 bons voyages offerts par les établissements Circus. Du 15 septembre au 26 novembre, jouez sur nos machines gratuites et tentez de décrocher le gros lot. Plein de cadeaux à gagner. Infos et règlements du jeu au Casino Circus de Barbotan. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Vous saviez que Darty fait aussi des cuisines? Pour la cuisine, voyons les choses en grand. En petit, on n'a pas les moyens. En grand. En petit. En grand. En petit. Darty voit les choses en grand et les prix en petit. Jusqu'au 30 novembre, jusqu'à moins 25% sur vos meubles de cuisine. Prise de rendez-vous et conditions en magasin et sur cuisine.darty.com. Darty Concepteur Cuisine, un choix incomparable de cuisine et d'électroménager. Sud Radio Périgueux. 104.9. Sud Radio. Leclerc. Le goût du frais, ça se défend tous les jours. Avec l'heure d'hiver, on a besoin de vitamines pour se réveiller le matin. Je vois ça, alors je vous conseille mes clémentines. Bien sucrées et pleines de vitamines. Oh, j'adore! En plus, c'est la saison. Et c'est juste 2,69 € le filet de 2 kilos. 1,35 € le kilo? Ah bah c'est aussi la saison des petits prix. Ça, c'est toute l'année chez Leclerc. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 4 au 6 novembre, calibre 3-4, origine Espagne. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio. Bonjour madame, nous comptons vous cambrioler demain. Vous serez bien à votre travail? Ah oui, absolument. Écoutez, vous pouvez pas rater la maison, c'est celle avec la pancarte Omiris. Ah, tiens, mais il a raccroché. On est tellement plus détendu quand on est protégé par Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, le bon rapport sécurité-prix, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS. Vous êtes sur Sud Radio, il est 20h précisément. Parlons vrai. On a hâte de ce match entre la France et l'Australie, mais d'abord un point sur l'information avec Clément Gondolf. Bonsoir Clément. Bonsoir à tous. Les yeux déjà rivés vers la prochaine présidentielle. Le nouveau président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a tenu en fin d'après-midi son premier discours dans la peau du numéro 1. Il l'assure, son parti compte bien succéder à Emmanuel Macron. Jordan Bardella, élu avec 85% des voix face à Louis Alliot, a également indiqué que son mouvement travaillé est en harmonie. Alors que quelques dissensions ont émergé, Steve Bribois, soutien de Louis Alliot et évincé de la nouvelle direction, a dénoncé un rabougrissement du parti. À l'étranger, c'est une première. L'Iran reconnaît avoir livré des drones à la Russie un mois avant l'invasion de l'Ukraine en février dernier. Téhéran avait jusqu'ici toujours nié et elle nie toujours concernant un éventuel envoi de missiles à Moscou. Et sur le front à présent, la crainte d'une bataille sanglante à Kherson dans le sud du pays, c'est en tout cas ce à quoi se préparent les soldats ukrainiens dans les prochaines semaines selon l'agence Reuters. Après les tableaux de Van Gogh à Rome ou encore de Botticelli à Florence, autour d'œuvres de Goya d'être prises pour cible par des militants écologistes, deux individus, membres du collectif Futur Végétal, ont aujourd'hui collé leurs mains sur le cadre des tableaux La Mara nue et La Mara vêtue au musée du Prado à Madrid. Ils dénoncent l'inaction des nations face au réchauffement climatique. On passe au sport, le tennis pour débuter, la qualification de Novak Djokovic pour la finale du Masters 1000 de Paris. Le Serbe a eu besoin de 3 sets pour venir à bout du grec Stefanos Tsitsipas en demi. Il défiera demain le Danois Holger Rune, vainqueur de Félix Auger-Aliassime plus tôt dans la journée. Lui n'est pas une finale, mais n'en reste pas moins très attendu. C'est le match ce soir entre l'équipe de France de rugby et l'Australie, le premier de la tournée d'automne des Bleus, coup d'envoi à 21h. Et avant cela en top 14, notez le match nul 16 partout entre Toulouse et le Stade français, la victoire du Racing face à Perpignan, celle de Lyon face à Castres et enfin les succès du Stade Rochelet à Brive et de Bayonne à Clermont. Très bonne soirée à tous. Sud Radio aime le rugby. Le test match France-Australie, François Trio, Daniel Herrero.
Qu'on va retrouver dans un instant. François Trio et Daniel Hérault du côté du Stade de France. On est avec Philippe Spanghero, avec Quentin Cabanis, évidemment pour lancer cette heure direction le coup d'envoi de France-Australie. Qu'est-ce qu'on a hâte, Philippe. Et on écoutait à l'instant Éric Chant, je suis le passé. Maintenant, place à cette génération qui doit faire des choses exceptionnelles. Philippe, le passé, c'est Éric Chant ou pas, enfin évidemment, hein, lui il se considère déjà dans le passé, place maintenant au présent, voire au futur de l'équipe de France, et il s'écrit déjà ce soir. Ouais, il s'écrit ce soir. Voilà, on sent que le compte à rebours a démarré. On est à moins d'1 an de cette Coupe du Monde. On reçoit, malgré, on l'a dit tout à l'heure, une équipe en difficulté, une des grandes nations du rugby mondial, double championne du monde. Donc là, voilà, on est rentré dans le money time. On sent que tout ça monte en pression. Et il y a bien sûr en toile de, bien sûr, il y a bien sûr en toile de fond cette Coupe du Monde où là, il faut qu'on commence à avoir des certitudes sur l'équipe, sur les joueurs, sur le projet de jeu. On en a quand même déjà beaucoup. On a même une profondeur de banc qui peut donner mal à la tête au staff, qui est une vraie force. Mais il va quand même falloir à un moment faire des choix. Donc voilà, ça commence ce soir avec un test intéressant. Encore une fois, on a du mal à jauger cette équipe australienne. En tous les cas, nous, peu importe l'adversaire, on a une dynamique à maintenir et des certitudes à renforcer. Ouais, des certitudes, on en a eu, je trouve, moi, ce matin, puisque voilà, on va vers ce France-Australie ce soir, mais on a aussi les yeux rivés dans ce qui s'est passé ce matin pour les filles en Nouvelle-Zélande face à la Nouvelle-Zélande, et cette défaite 25-24, là aussi, moi je trouve qu'il y a encore eu des certitudes, hein, des choses qui ont été montrées par l'équipe de France féminine. Ça se joue à un point, ça se joue à rien. D'ailleurs, on va retrouver François Trio qui commentait le match pour TF1 ce matin. On a notre auditeur William. Bonjour William. Oui, bonsoir à tous. Beaucoup de déception. Tout à l'heure, François nous parlait de la déception, de la douleur, hein, vraiment de cette défaite. Est-ce que la douleur est encore présente, William ? Oui, forcément, parce qu'on imaginait la Nouvelle-Zélande, enfin beaucoup d'observateurs imaginaient la Nouvelle-Zélande gagner plutôt facilement face à nos Françaises, mais on a vu une débauche d'énergie incroyable des Bleus, donc qui aurait pu suffire, parce que si cette pénalité passe à la dernière seconde et qu'on a la victoire, il y a rien à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire non plus sur la victoire de la Nouvelle-Zélande, puisqu'on a eu un match quand même très complet des deux équipes, mais en tous les cas, si cette pénalité passe et que nos Françaises rejoignent les Anglaises en finale, il n'y a pas scandale, il n'y a pas hold-up. Ouais, François, à la fois, évidemment, on a cette image de cette pénalité manquée, et à la fois, on peut pas non plus tirer à boulet rouge sur Caroline Drouin qui a fait un mondial énorme. Ouais, bonsoir à tous, rebonsoir, puisqu'on s'est parlé tout à l'heure, mais ici c'est un peu la boîte de nuit, hein, au Stade de France. Je sais pas si vous connaissez. Et puis vous reconnaissez, peut-être, voilà, mais pour ceux qui rien de nouveau dans la musique en tout cas. Les années 80, voilà. Mais non, c'est sûr que forcément, c'est pas Caroline Drouin qui est incriminée après ce coup de pied manqué. Voilà, ceux qui ne connaissent pas le rugby féminin doivent aussi comprendre que le jeu au pied des filles est un peu moins puissant que celui des garçons, donc une pénalité qui paraît très accessible pour des garçons à la 80e, elle est très dure pour aussi certaines buteuses, et donc bon voilà, ça fait partie du truc, mais il n'empêche que par rapport à l'énergie qu'elles ont mise dans notamment la défense, là c'est vrai qu'il peut y avoir des regrets, et puis aussi quand même on n'oublie pas ce 2 contre 1 là, à 2 minutes de la fin, où Philopon penche un peu vers l'intérieur alors qu'elle peut retrouver extérieur Boulard, et là si elle fait la passe, là c'est laissé, et voilà, elles vont toutes avoir, je pense, un moment où elles auraient pu, où elles auraient dû. Ça fait partie du chemin, je pense qu'elles se construisent, elles n'ont pas encore la maturité qu'a peut-être l'équipe de France de ce soir, hein, qui va disputer l'Australie, qui a construit son parcours, mais voilà, ça fait partie du chemin, même si pour les filles c'est quand même, on le rappelle, la 8e demi-finale perdue en 9 éditions quand même, hein. Ça fait beaucoup. C'est vrai que ça fait beaucoup, et ce qui en reste, c'est une déception ou pas, William? Ça fait beaucoup, on a quand même une vraie question à se poser. On en avait parlé à l'antenne il y a environ un an, lors d'une des
défaite contre l'Angleterre sur un match très serré. Ce qui est embêtant, c'est que depuis 4 ans, 5 ans, 8 ans maintenant, on nous annonce qu'on prépare les matchs et que les matchs serrés, on finira par les gagner. Maintenant, les matchs serrés, on les perd souvent. Alors aussi, ce qui est compliqué dans le rugby féminin, c'est que des matchs à haute intensité comme on a eu aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. On n'en joue pas tous les ans. On le joue contre l'Angleterre, c'est une fois par an, mais au maximum. Donc il faut espérer, et ce qui peut servir à toutes les équipes, c'est-à-dire à l'équipe de France, mais aussi bien aux autres équipes comme le Canada, les États-Unis, les Pays de Galles, toutes les équipes qui aimeraient arriver à performer, c'est espérer que le niveau mondial augmente. Donc les Gallois seront professionnels, les Écossaises deviennent professionnels, et qu'on joue de plus en plus souvent ce type de match. Ce qui réussit à l'équipe de France masculine aujourd'hui, c'est qu'elle se confronte régulièrement au meilleur, que ce soit sur les semaines d'entraînement ou sur les matchs officiels. Il n'y a que du haut niveau, que de haute intensité. C'est comme ça qu'on se préparera à gagner ce type de match. Ouais, parce que le retour au championnat est difficile, François. Ouais, non, mais si je peux me permettre, c'est ça. Depuis 4 ans, les filles ont été mises sous contrat. On a vu quand même des résultats au bout de 3 ans dans le Seven avec une médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est déjà un premier pas. Mais là, la situation, par exemple, prenons un exemple concret de Caroline Drouin qui est face au poteau à la 79e. Elle la vit jamais en championnat. Elle la vit jamais en championnat parce que des situations comme ça, elle ne les connaît pas avec le Stade Rennais dans l'élite. Et c'est ça qui est difficile pour elle. Enfin pour Else au pluriel. Donc ça se construit. Il faut être patient. Et c'est sûr que la pénalité serait passée, mais ça aurait été un petit coup de boost supplémentaire pour le rugby féminin. Et tout cela aurait permis effectivement d'accélérer le développement de cette discipline, on va dire. Mais bon, voilà, moi j'ai strictement rien à leur reprocher. Voilà, je compatis parce que il faut parfois savoir perdre comme ça, douloureusement, pour pouvoir mieux gagner. Et on espère que dans 4 ans, en 2025, en Angleterre, elles seront compétitives. Voilà ce qu'on peut dire, peut-être, Alexandre, sur cette matinée rugby à l'autre bout du monde. Oui, je me permets juste une dernière question sur ce point-là, Philippe Spanghero, sur les structures. On a vu que le championnat anglais devenait quand même se professionnaliser. Les Néo-Zélandaises ont eu beaucoup de difficultés durant le Covid. D'ailleurs, on l'avait vu, puisqu'elles s'étaient inclinées quand même lourdement en France à plusieurs reprises, et on était inquiet pour ce rugby qui s'est finalement remis d'aplomb. Le gros chantier de l'équipe de France de rugby, c'est son championnat. Bien sûr que le gros chantier c'est son championnat, et aujourd'hui c'est vrai que l'égalité homme-femme dans le sport est un vrai sujet. Les clubs professionnels s'y mettent, mais ils doivent encore renforcer les moyens. Alors c'est pas facile parce qu'on a une économie quand même toujours fragile dans le rugby, et aujourd'hui on n'a pas de rentabilité sur le rugby féminin, même s'il n'y en a pas non plus forcément chez les garçons, mais c'est encore plus difficile parce que l'économie aujourd'hui des garçons, elle repose sur la billetterie, sur les sponsors, et il n'y a pas encore tout ça chez les filles. Mais c'est quand même important de soutenir massivement, puisqu'on a quand même besoin d'un rugby fort, que ce soit représenté par les garçons ou par les filles. En tous les cas, c'est vrai que ça fait du bien. On voit du rugby qu'on aime voir, on voit de belles attitudes, on voit du caractère. Elles ont fait honneur au maillot, ces filles. Et donc ça va passer bien sûr par un soutien des clubs professionnels hommes, à renforcer et à beaucoup plus harmoniser les compétences pour faire grandir ces filles à nos côtés, et que dans 4 ans, comme le disait François, elles soient capables que ce point d'écart soit gommé, et qu'on puisse se projeter sur des finales et des titres. Basculons chez les hommes avec William toujours avec nous, François Trio direct du Stade de France. Il y a eu des matchs internationaux d'ailleurs ce samedi. La Roumanie a battu le Chili 30-23, l'Écosse a battu les îles Fidji 28-12. Le succès très large de l'Italie, impressionnante, vraiment faut le dire, face à une solide pourtant équipe des Samoa sur le papier, 49-17. Le succès ébouriffant de la Nouvelle-Zélande à Cardiff au Principality Stadium, 55-23. Et puis pour l'instant 2 matchs en cours, il y a le Espagne-Tonga, 21-6 pour l'instant pour les Tongiens du côté de la péninsule ibérique. Et puis l'Irlande est devant l'Afrique du Sud à la 64e minute de jeu, 16-6. Ce soir donc, pour clôturer ce samedi très rugby, France-Australie, François, et là aussi on rentre dans cette dernière année, avant la Coupe du Monde, et un adversaire qu'on n'avait pas reçu depuis un petit moment.
Ouais, c'est un adversaire perso moi, que je redoute hein, parce que voilà, on sait qu'ils ont toujours des périodes entre les Coupes du Monde un peu difficiles les Australiens, mais souvent à la Coupe du Monde ils arrivent à se retrouver et puis surtout ils sortent toujours des joueurs qu'on suit ou de très loin, mais voilà, moi quand je faisais l'affiche là, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont pas là hein, quand même côté australien, et on va, alors certes quand on suit comme toi Alexandre le super rugby, vraiment le rugby des provinces de l'hémisphère sud, super strictement on les connaît, mais il y en a qu'on va découvrir quand même, donc notamment l'arrière, hein, Jock Campbell, donc ça fait partie quand même de cette équipe. Moi elle me fait toujours un peu peur, et d'ailleurs quand on regarde des stats des duels et des confrontations entre la France et l'Australie, c'est quand même une équipe qui nous pose beaucoup de problèmes hein, historiquement hein. Ah ouais, c'est vrai que c'est une équipe qui nous pose beaucoup de problèmes. Tu regardes un petit peu, hein, on a battu effectivement l'Australie à 19 reprises. On a perdu 29 fois dans notre histoire, hein, donc ça fait quand même un avantage l'Australie. Puis sur les dernières rencontres, tout simplement on a battu l'Australie à Melbourne en 2021, rappelez-vous, 28 à 26, hein, cette tournée qui avait été difficile mais en même temps pleine d'enseignements. Ouais, c'était le deuxième test effectivement. Il y avait eu le succès face à l'Australie en 2014, 29 à 26. Il y a celui dont on s'est peut-être trop longuement appuyé en 2012, le 33 à 6, puis sinon il faut remonter à 2005, et autour de ça que des défaites des Bleus, et parfois larges hein, d'ailleurs à domicile. On se souvient de ce France-Australie en 2010 qui avait été horrible au Stade de France, 16-59. Ouais. Ah oui, je me rappelle très très bien, voilà, mais même quand on regarde sur les 5 derniers, c'est toujours des écarts très, très serrés. En 2014 3 points, en 2016 l'Australie a battu la France de 2 points, et en 2021 ça a été 3 matchs qui se sont terminés les 3 dans un mouchoir de poche hein. Alors le deuxième nous a souri, mais le premier et le troisième c'était pareil, un écart de 2 à 3 points. Donc c'est dire que cette équipe australienne, même si elle n'a pas une super période en ce moment, elle n'est pas sur une super série, alors que les Bleus sont en train de pénétrer sur la pelouse pour l'échauffement tranquille, comme ils le font chaque fois, ils rentrent pas, et le public est déjà là, déjà chaud ici au Stade de France pour défier ces Australiens, les Wallabies qui sont là, et dont je répète, il faut toujours se méfier, et notamment avec cette charnière aussi pleine d'expérience, Nick White et Bernard Follet. Est-ce que notre auditeur William se méfie justement de cette équipe australienne? Oui, toujours c'est une équipe qui arrive bizarre sur ces tournées. Alors ils ont un vrai problème structurel aussi avec le Rugby League, avec le footy, qui prend énormément de sponsors, énormément de joueurs. Et on ira vers Philippe là-dessus dans un instant d'ailleurs. Et voilà, ils ont aussi leurs joueurs internationaux qui partent de plus en plus jeunes dans les championnats européens et qui maintenant rejoignent également le Japon. Mais malgré tout, c'est une équipe qui est avec des joueurs souvent inconnus avec 2-3 sélections. Mais c'est toujours mieux de garder l'initiative contre eux et d'éviter de leur rendre les ballons. On sait que c'est des joueurs qui sont capables du champ profond de remonter les ballons, de mettre beaucoup de vitesse. Donc par contre, on sait que si nous on garde les ballons, que si on est patient, on peut faire quelque chose de très bien. Donc l'idée c'est sûrement de garder au maximum l'initiative et de fatiguer cette équipe qui est capable de mettre quand même beaucoup de vitesse. Ouais, structurellement, l'Australie est en difficulté, hein. Il faut quand même le dire, Philippe. Hein. Oui, l'Australie est en grande difficulté, on en a parlé tout à l'heure. Elle a besoin de se reconstruire, elle a été obligée de changer sa politique. C'est une fédération qui ne recrutait pas en sélection de joueurs qui étaient partis à l'étranger. On a vu qu'elle a rapatrié des joueurs qui s'étaient exilés au Japon. Bien sûr, elle a rappelé Will Skelton il y a quelques mois suite à ses performances avec La Rochelle. Donc, elle cherche des solutions. On sent qu'il y a une génération à reconstruire du côté australien. Ensuite, comme on le disait, c'est vrai que c'est une équipe qui nous a toujours fait des misères. Donc, en plus, on manque vraiment de certitude sur son niveau actuel. Je pense vraiment là quand même que les dynamiques sont très différentes que d'un point de vue sportif. Là, la dynamique positive est pour nous. Donc, je pense quand même qu'il y a un niveau d'écart là. On a laissé les Australiens à la 7e place du classement mondial ces derniers mois, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps dans l'histoire de ce rugby-là. Donc voilà, il y a beaucoup de points d'interrogation avant cette rencontre, mais en tous les cas, je pense que les Français, contrairement à d'autres générations,
ces dernières saisons a la capacité à être resté focus sur ses performances à elle, à pas trop se focaliser sur l'adversaire, à rester maître de son sujet. Donc je pense que ça devrait passer ce soir, mais en tous les cas c'est un premier test en effet sur lequel on attend beaucoup de réponses. Ouais, alors que l'Afrique du Sud vient de marquer un essai, hein. Un arbitrage vidéo a été demandé, mais il me semble parfaitement valable. Ça ferait dans ce cas-là 16-11 avant la transformation, toujours en faveur de l'Irlande. François, est-ce que l'équipe de France a un statut de favori qu'elle travaille aussi ce soir pour toi? Quand on est numéro 2 mondial, qu'on reste sur un grand chelem, sur une tournée victorieuse au Japon qui récemment a malmené quand même les All Blacks, on se dit quand même que c'est normal d'être favori face à une équipe d'Australie qui alterne le bon et le moins bon. Donc voilà, moi ce que j'ai aimé notamment cette semaine à Marcoussis, c'est Gaël Fickou qui disait à la presse, nous ce qu'on veut avant la Coupe du Monde, c'est battre tous les adversaires. Donc on a battu les Blacks il y a un an, on a remporté le Grand Chelem, il s'était fixé cet objectif là, et là cette tournée de novembre, il y a d'abord la série victorieuse, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais cette série record quand même qui peut être importante pour la vie de ce groupe, et puis il y a quand même battre 2 adversaires du Sud, et quand on enchaîne l'Australie et l'Afrique du Sud, là toi Alexandre qui aime bien le vélo, c'est comme quand t'enchaînes tu vois l'Alpe d'Huez et le Mont Ventoux, voilà, et des cols hors catégorie. Voilà, donc c'est un peu pareil. Je pense que le challenge il est là quand même, hein. Il y a 2 grosses nations à enchaîner, il y a les champions du monde la semaine prochaine, et puis il y a cette équipe qu'il faut toujours surveiller, comme le lait sur le feu, ces Australiens. Attention. Ouais, tiens, tu évoquais. Oui, Philippe, rapidement. Juste de François, je peux vous dire que les Sud-Africains ont coché la case de Marseille depuis de longs mois. Ils attendent ça, ils craignent bien sûr cette équipe de France, ils attendent ça comme un vrai test pour savoir où ils en sont avec leur sélection nationale. Et donc en effet c'est une mise en bouche intéressante l'Australie, parce que c'est important de préciser ce qui nous attend la semaine prochaine. Et tu évoquais Gaël Fickou, et on va l'écouter au micro d'Antoine Mazer et de Loïc Talley-Gilliard cette semaine à Marcoussis. Il faut rester humble dans ce 15 de France. Il faut savoir gagner tout le monde, et on pourra se dire que si on a battu tout le monde, on arrivera à la Coupe du Monde. Ça ne veut pas dire qu'on sera favori, loin de là, mais on peut se dire qu'on peut gagner tout le monde. Ça, c'est hyper important déjà. Et après, c'est de continuer à avoir des victoires. Quand on rentre sur un terrain, c'est de gagner tout simplement. On ne se dit pas n'importe quel match, on est là pour le gagner, on représente la France, on représente l'équipe de France, donc on doit avoir ce standing-là, de se dire on y va pour gagner. Après, en restant humble, l'Australie c'est une grande équipe, on a regardé, hein, depuis je sais plus 2005 je crois, on a gagné 3 matchs, donc ils sont plus favoris que nous, hein, ils ont plus gagné que ce qu'on les a gagnés. Et ça faut pas l'oublier, même si ces derniers temps on a gagné. Donc faut rester humble. Restez humble, il va falloir montrer de l'humilité évidemment ce soir face à cette équipe australienne. On revient dans un instant sur Sud Radio. Merci beaucoup William. Tiens, ton pronostic William, tout à l'heure on avait des auditeurs de Gujan-Mestras qui nous disaient 30-15, 30-16, ils voyaient aussi les 30 points passés, hein, Olivier Mann tout à l'heure. Quel est ton avis William? Je dirais un match ouvert 34-21. 34-21. Ah ouais, beaucoup de points ce soir. Ouais, François, je te sens surpris. non, mais on le souhaite parce que ça voudrait dire qu'il y a pas mal d'essais et qu'on va pas s'ennuyer. Mais ça, on en est sûr parce qu'on va être sur Sud Radio avec Daniel qui va bientôt arriver. Et bien sûr, on va se régaler. On est sûr, mais avec un 34-21, ça serait effectivement un match enlevé. Ouais. un match enlevé. Merci beaucoup, William, d'avoir été avec nous. 0826 300. Et oui, on revient évidemment, hein. Tu évoquais Brive, Brive qui vit une période difficile. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le Parlons vrai porte ses fruits. Grâce à vous, la chaîne YouTube de Sud Radio progresse encore avec 700 000 abonnés. Merci de votre fidélité. Et ce n'est qu'un début. Vous êtes maintenant 700 000 à nous suivre sur YouTube. Merci. Rejoignez la grande communauté Sud Radio sur YouTube en vous abonnant maintenant. Retrouvez tout Sud Radio en images à chaque instant. Pour s'abonner, allez sur YouTube, tapez Sud Radio et cliquez sur s'abonner. Merci d'être dans tous vos états, comme nous. Merci. Interrogez, débattre, analyser, retrouvez tout Sud Radio en vous abonnant à Sud Radio sur YouTube maintenant. Merci à vous. Plus que jamais, Sud Radio. Parlons vrai ensemble. Bonjour, je m'appelle Bastien et je suis conseiller EDF.
En ce moment, beaucoup de professionnels me demandent comment faire des économies d'énergie. Ils n'ont pas tous les mêmes leviers d'action, alors on en discute en fonction de leur métier. Par exemple, j'ai conseillé à un restaurateur de vérifier l'état de ses congélateurs, car 5 mm de givre augmente la consommation jusqu'à 30%. EDF, source ADEME, plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Comment expliquer à quelqu'un qui ne sait pas nager ce que c'est que de flotter ? Comment décririez-vous la saveur d'un plat étoilé, marcher sur le sable mouillé ou les feux d'artifice ? Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Qui l'a vécu en a gardé la trace. Comunitat Valenciana, Méditerranée, en live et en sécurité. Sud Radio 7. 104.9. Sud Radio. Si je te dis porte blindée et réseau théorie agréé, tu me réponds ? Point fort fiché, bien sûr. Et du 17 octobre au 19 novembre, Point fort fiché fête Noël et t'offre jusqu'à 600 € de remise sur les portes blindées d'appartements et de maisons. Voir conditions en magasin et sur fiché-pointfort.com. Point fort fiché, nous protégeons ce que vous avez de plus cher. Tu connais Zalando? Bah oui, j'adore. Et Zalando Privé? Non, dis-moi tout. Avec Zalando Privé, t'es invité à des ventes privées de marques hyper tendance. Tous les jours, tu découvres des nouvelles sélections mode, maison, accessoires et tu économises jusqu'à 75%. 75%? C'est quoi l'adresse de ton bon plan? ZalandoPrivé.fr. Réduction effectuée par rapport au prix de vente conseillé. Détail de l'offre sur ZalandoPrivé.fr. Sud Radio aime le rugby. Le test match France-Australie, François Trio, Daniel Herrero. En direct du Stade de France sur Sud Radio pour vivre ce premier match de la tournée de novembre. C'est l'Australie ce soir qui est au menu pour ce 15 de France. Détenteur du Grand Chelem 2022, grand favori de cette saison 2022-2023. Voilà, avec dans un an la Coupe du Monde ici même dans ce stade qui débutera le 8 septembre 2023 très exactement. Mais là, il faut remettre le bleu de chauffe, Alexandre, parce que l'Australie est là. L'Australie, c'est pas n'importe quoi quand même. Et forcément, c'est un adversaire qu'il faut surveiller. On dit qu'il est un petit peu dans l'ornière, mais on se souvient que d'abord, ils ont battu l'Écosse la semaine dernière 16-15, avec certes un peu de bonheur à Murrayfield. Et puis l'an dernier, ils étaient venus quand même aussi à Twickenham et dans cette tournée de novembre, vous avez fait souffrir quelques équipes. Effectivement, ils ont été très très bons, les Australiens, parfois un peu décevants, notamment dans le Rugby Championship. Et tu évoquais la Coupe du Monde dans un an dans ce Stade de France. Fabien Galtier ne veut pas encore en entendre parler. Il était au micro d'Antoine Mazère à Loïc Télégiga. On sera tous ensemble, Eric. Allez. Fabien Galtier, en tant qu'agoniste, on va voir dans un instant, qui évoque bien l'objectif Australie avec cette équipe de France. Envers eux, c'est une équipe qui est double championne du monde, qui a une culture et qui a toujours ses qualités de joueur de rugby à la fois inventif, créatif et solide, puncher. C'est aussi, on connaît bien les Australiens, c'est des combattants, ils sont très durs, c'est des cow-boys, c'est des joueurs qui viennent de cette terre-là, australe, qui ont une culture, une histoire récente, quoi. Et on ressent ça dans leur rugby. Il n'y a pas de tabou dans le rugby. C'est une équipe qui fait partie des nations majeures du rugby mondial. Une équipe majeure de ce rugby mondial des cow-boys, comme le dit Fabien Galtier, français. Les cow-boys, ils sont à l'échauffement, voilà, en ce moment. Et c'est toujours sérieux, c'est toujours discipliné, voilà, avec beaucoup de skills, le jeu au pied pour les uns, les passes pour les autres, et toujours de la précision. Ça, c'est quand même assez impressionnant pour ce rugby qui est aussi très influencé par ce qu'on appelle le footy, l'Australian Rule, avec notamment des joueurs qui sont très habiles dans le jeu aérien. Derrière, et ça il faudra s'en méfier, voilà, pour nos Français, bien sûr. On va peut-être écouter un autre sonore, non, cette semaine au sujet de cet adversaire qui fait forcément un petit peu peur, mon cher Alexandre. Oui, il fait peur, cet adversaire. Il a des qualités quand même qui sont claires, comme le disait à l'instant Fabien Galtier. Et puis il y a un adversaire qu'on a déjà vu en top 14, il s'appelle Nick White. Il sera face à Antoine Dupont aujourd'hui.
Et Antoine Dupont, il suit un petit peu ce que produit Nick White avec cette équipe des Wallabies. C'est un joueur qui est très expérimenté, qui a plus de 50 sélections, qui a connu beaucoup de choses avec l'Australie. C'est un élément important de cette équipe. On l'a côtoyé aussi quand il était venu jouer à Montpellier. C'est un joueur qui prend beaucoup de responsabilités sur le terrain, qui est très à l'aise techniquement, qui peut être un danger pour nous et qui va être évidemment à surveiller demain. Ouais, à surveiller parce que Nick White, c'est sûr, il n'a pas la même cote que celle d'Antoine Dupont, Philippe. Ah non, la comparaison de toute façon est dure à tenir pour les concurrents d'Antoine Dupont. Ce petit rire m'a quand même fait plaisir. Non, mais puis en plus il n'a pas laissé une grande trace à Montpellier. Il est pas resté très longtemps et voilà, c'est un joueur qui est comme, mais bien sûr pas sur un pied d'égalité avec Antoine Dupont aujourd'hui, parce que juste pour revenir un peu sur l'équipe de France, même si on parle de l'Australie, mais c'est vrai que au-delà de ce classement mondial, cette deuxième place, le titre de Grand Chelem il y a quelques mois, cette équipe de France, elle a ce qu'elle n'avait pas depuis de très nombreuses années, depuis le début des années 2000. C'est-à-dire qu'elle a des joueurs à titre individuel qui font peur au monde entier. Que ce soit Julien Marchand, que ce soit Antoine Dupont, que ce soit Romain Ntamak, que ce soit Gaël Fickou, des joueurs qui se sont installés dans le top du rugby mondial. Et ça marque aussi les esprits et les adversaires. Ouais, marquer les esprits des adversaires, c'est ce que veut faire Cameron Woki. Il veut garder cette étiquette de favori, et pour ça il faudrait une grande équipe de France face à l'Australie ce soir. Cette étiquette de favori, on a envie de la conserver aussi. Donc pour la conserver, il faut gagner les matchs, tout simplement. Si on est amené à perdre un match jusqu'à la Coupe du Monde, ça va aussi nous permettre de bien nous préparer, de corriger certaines erreurs, parce que même si on gagne les matchs, il y a toujours des choses à corriger et à peaufiner. Donc on va servir de ça pour arriver au mieux à la Coupe du Monde. Ouais, arriver au mieux à la Coupe du Monde. Merci. Philippe, ton pronostic du coup, Philippe Spanghero, à une demi-heure maintenant du coup d'envoi. Mon pronostic, aussi une victoire assez large des Bleus, je dirais un 29-17. 29-17 donc du côté de Philippe Spanghero. Le temps pour moi de vous dire que l'Afrique du Sud vient de marquer un nouvel essai qui n'a pas été transformé. 19-16 pour l'Irlande face à l'Afrique du Sud. Il reste 2 minutes et 45 secondes à jouer dans cette partie du côté de la Viva Stadium de Dublin, François. Ouais, on est au Stade de France. Daniel Herrero qui nous a rejoint, bien sûr, et les deux équipes qui sont à l'échauffement à l'instant précis. Les Bleus sont rassemblés devant leur poteau, à une quinzaine de mètres sous leur poteau, et ils sont bien serrés là pour se parler. Voilà les trois quarts, notamment les avants qui ressortent à l'instant. Dernier discours, dernière mise au point, et toujours ces échauffements très cadencés, très minutés, très millimétrés. On est dans le clinique et je peux vous dire que l'ambiance, bon alors la sono là, elle doit être à 2000 dB. Oui, un poil trop. Vous l'admettez vous aussi. Eh bien les supporters sont chauds quand même. Daniel est avec nous. Salut Daniel. Amis du soir, bonsoir. On t'entend pas Daniel. Alors Daniel, on va régler le micro bien sûr. Voilà. Allô. Ouais, il est là. Daniel. Il est là. Ah, ça y est, je vous entends. Je disais amis du soir, bonsoir, amis de Sud Radio et évidemment les grands passionnés de rugby que vous êtes. On se donne rendez-vous dans quelques minutes pour un beau match. A priori, cette équipe d'Australie, dont on sait quand même que depuis une trentaine d'années, elle fait partie des plus grandes du monde, qu'elle a gagné 2 fois la Coupe du Monde et qu'elle est peut-être candidate pour la gagner encore l'année prochaine en France, mais elle va trouver du monde sur la route, en l'occurrence des Cocolets qui depuis 1 an n'ont pas fort régné la terreur sur le rugby du monde, mais quand même qui imposent un talent, une qualité et un niveau de performance très élevé. Donc ce soir on est très en bouche, et on est en bouche dans la beauté de ce qu'on appelle les test matchs d'automne. Tu vois, on vient se tester. En automne on se classe pas, il n'y a pas de premier, il n'y a pas d'importance à la limite à la victoire. À la fin il n'y a pas le gain de quelque chose, il n'y a que le gain de l'estime et surtout le gain de l'évaluation de ton niveau, quoi. C'est des test matchs, on se teste en automne. Là on va se tester
gagner contre une des meilleures équipes du monde. C'est magnifique. On est en mouche. Alors on a peut-être, mais allons-nous en parler sans doute avec tous les experts de la maison, en l'occurrence, il y a quand même quelques petits bémols sur cette équipe de France était dans son meilleur rayonnement en ce début de saison internationale. Ouais, parce que c'est vrai que les joueurs ont enchaîné 9 journées de top 14. Alors ils n'ont pas tous joué ces 9 journées, mais ils ont quand même été sous pression dans leur club avec des fortunes diverses. Tiens, on pense par exemple aussi à ceux qui ont changé de club, comme Cameron Wauquiez, qui est titulaire ce soir en deuxième ligne. Et il a changé de l'UBB au Racing. On n'a pas vu le meilleur Cameron Wauquiez depuis le début de la saison, par exemple. Là, c'est un exemple. Et même lui, il l'a reconnu. Alors ça c'était effectivement un sujet. Nous sommes quand même malgré tout en début de saison, enfin au premier tiers de la saison. Alors nous avons quelques joueurs qui ont changé de club et il est rare, en l'occurrence Cameron Wauquiez, et il est rare qu'un joueur qui change de club, à plus forte raison au très haut niveau, il soit très très vite performant dans son nouveau club. Par exemple, on sait que Cameron Wauquiez n'a pas fait franchement un bon match. Il en a fait 2 ou 3 d'à peu près moyen. Il n'est pas titulaire à part entière dans l'équipe du Racing, bien que la considération qu'on lui porte, où son niveau atteste qu'il le sera. Mais bon, enfin, donc il peut y avoir un petit doute. Comme il peut y avoir un petit doute d'ordre différent, mais malgré tout, sur le niveau de la gaillardise, sur le niveau de santé de Cyril Baille. Nous faisons rentrer aujourd'hui un pilier, peut-être le meilleur pilier gauche du monde, mais quand même qui n'a pas joué depuis 4 mois, et qui sort d'une assez grave blessure. Et toute blessure, à plus forte raison sur la guibole et à plus forte raison sur des piliers gauches, eh bien, ça peut altérer un petit peu la sérénité. Même si on sait que ce genre de citoyens, ils sont très très clairs dans le jeu, dans l'impact, dans la gaillardise, dans la sérénité morale. Enfin, quand même, là, il débute pas contre Blagnac, il débute contre l'Australie. J'ai dit, ah bon, mais le problème se pose aussi sur un autre incontestable, sublime, superbe, exceptionnel, qui est Romain Ntamack. On sait que Romain, il est indiscutable, voilà, même si la concurrence est sévère, mais il est indiscutable. Il reste que Romain Ntamack n'a pas joué depuis 4 mois. Il a 15 minutes dans l'équipe. Ah, et tu joues contre l'Australie dans un match difficile, dur. Donc ça c'est intéressant évidemment, mais en même temps c'est incontestablement problématique, quoi que tu me dises. Même si on nous dit, ouais mais tu sais, ils sont sereins, ils sont gaillards, ils ont l'habitude. Oui, mais non, tout le monde sait que quand tu retrouves la haute compétition après 3 ou 4 mois d'absence, il est très difficile d'avoir le meilleur rayonnement. Je mets pas des petits bémols, mais quand même peut-être un petit peu. Un petit point d'interrogation. Voilà, un petit point d'interrogation quand même. Ça questionne. On rappelle que Cyril Baille, tu le disais, il a joué 34 minutes contre Bayonne la semaine dernière dans un contexte un peu difficile pour le Stade Toulousain, mais enfin c'est pas le niveau d'un match international malgré tout, mais c'était une bonne rentrée pour lui. Et puis Romain Ntamack, effectivement, lui il a été blessé le 11 septembre. Voilà. Alors ceux qui le connaissent, et puis il y a aussi des choses que on n'a pas bien connues, mais il y a la data. Donc la data permet de suivre l'évolution physique et donc ils savent. Mais est-ce que la data peut remplacer la compétition? Oui, puis est-ce que la data peut remplacer le cœur des hommes? Est-ce que la data peut aussi remplacer la sensibilité affective émotionnelle d'un citoyen au monde? Tu vois, la data, c'est une petite technique qui a ses grandes faiblesses et peuvent nous dire que sa VO de max est très correcte, que sa capacité réactive, tu vois, réflexe, elle est très bonne, et même que l'agilité de sa guibole est remarquable, ok. Mais quand en face de toi, tu as des gens qui veulent te manger la gorge et qu'à la sortie, tu es obligé de courir pendant 10 minutes comme un affamé sur un terrain qui fait 1 hectare, et attention, il peut y avoir des signes. Mais maintenant, on me dit attention, par exemple, quand même chez les Ntamack, de père en fils, depuis 10 générations, on est serein quand de la compétition. Ok, très bien, j'adore. Et nous adorons tous sentir une forme de sérénité chez Romain Ntamack, âgé de 23 ans, et déjà titulaire d'une trentaine ou quarantaine de sélections. Il va en avoir 3000 d'ici 10 ans. Mais quand même, non, il est incontestable. Alors on pourrait analyser le pourquoi des choses, mais il est incontestable que dans des subtilités de la tactique et de la gestuelle, la pleine forme donne des niveaux et que la forme moyenne en donne d'autres. Tu vois, là, lui, par exemple, Romain Ntamack, il est dans une situation, au poste de demi-ouverture, où il va prendre une vingtaine ou une trentaine de décisions dans moins d'un dixième de seconde. Une trentaine. Et sur moins d'un dixième de seconde, eh bien, il est très très fin. Tu vois, il fait que la passe sera juste ou elle sera un peu derrière. Il fait qu'il arrivera dans le ton, lui qui est toujours dans le ton, ou simplement un peu. Ouais, et ce petit peu-là fait que, eh bien, il y aura 2 ou 3 actions que d'habitude il ferait parfaitement et que peut-être là, elles seront que moyennes. C'est une hypothèse, on ne souhaite pas du mal, tu penses bien, ni à Romain Ntamack, ni à Cyril Baille. Mais
débuter au niveau international après 4 mois de blessure, incontestablement, ça peut générer une interrogation. On parlera peut-être, François, d'un autre type de problème qui est le problème de la technique ou de la stratégie du 15 de France avec une seconde ligne qui sont longs comme des jours sans pain et dans aucun un féroce pousseur et mouleur. Ouais, alors ça c'est peut-être l'adaptation à l'adversaire hein, qui a souvent des longues qui font 2m27 hein, plus que Victor Wambayama, mais en tout cas juste quand même revenons sur cette histoire d'Ntamak et de Baye. Est-ce que toi Daniel, avec ton expérience de coach, même si c'était au calme de grec, mais enfin quand même ça restait marqué dernier. Oui mais ça marquait le cœur des hommes et tiens-toi bien, c'est encore moderne. Non mais est-ce que ça t'aurait fait douter? Est-ce que par exemple tu aurais choisi un Jalibert plutôt qu'un Ntamak? Alors la question est bonne. Personnellement, l'expérience, celle de mes amitiés dans le haut monde de la haute compétition, entre guillemets, tu vois, depuis quand même assez des lustres, y compris au siècle dernier, atteste qu'aucun joueur qui rentre est à son meilleur niveau. Voilà. 100%. 100%. Sur un match, hein. Voilà, 100%. Donc, je dis, mais le mec qui vaut 19 sur 20, s'il n'est pas à son meilleur niveau et qui joue à 17, il dit quand même, c'est le cas d'Ntamak. Et s'il vaut 17, il est peut-être meilleur que son concurrent. Voilà. Mais quand son concurrent veut au moins 17, entre guillemets, tout ça c'est de la métaphore, hein. Mais c'est son concurrent, et si Romain n'est pas très bon, il est probable que son concurrent est de ce niveau-là. Mais en même temps, on sait que si on vient sur ce terrain-là, tu crées une forme de tension qui, l'année dernière, à la même époque, a été la seule petite mini-crise du 15 de France depuis 2 ans. Qui ont fait jouer? Romain Ntamak, et on fait jouer Mathieu Jalibert, rappelle-toi l'année dernière, là, au centre, et là Péché à sa part, et là ça trouble. Donc là, de façon indiscutable, Ntamak, probablement, c'est le meilleur ouvreur à l'heure actuelle, même s'il n'est pas forcément à son top niveau de santé. Ouais, et je sais pas si Alexandre, peut-être que il y a peut-être des joueurs qui sont exprimés ou des entraîneurs sur ce point dans la semaine à Marcoussis, et peut-être que tu veux y revenir. Je dois t'avouer, j'entends pas bien en fait le studio parce que c'est on est en boîte de nuit là, hein. On est au Stade de France à Saint-Denis en boîte de nuit. Mais en boîte de nuit des années 70 quand même, tu vois. Avec les tropiques et avec Louise Attaque c'est déjà mieux. Hein. Ouais, c'est mieux. Je te propose d'écouter d'ailleurs du coup Antoine Dupont qui revient sur les blessures au micro de Luc Télé-Gilliard et de Antoine Mazer cette semaine à Marcoussis. On doit toujours faire face aux aléas de la blessure, ça arrive à chaque rassemblement qui manque des joueurs, mais ce qui a fait aussi la force du groupe, c'est que tous les joueurs qui ont été appelés en remplacement, ils ont toujours répondu présent, que ce soit bien sûr sur le terrain, mais même ceux qui viennent s'entraîner au niveau de l'état d'esprit, c'est ça qui nous permet de progresser. Donc voilà, je pense qu'on est encore en début de saison, donc il y aura encore cette fraîcheur physique, et je pense que sur ce point-là, on devrait être, je l'espère, bien de même. Ouais, et donc Antoine Dupont qui dit effectivement il y a eu des blessures, mais physiquement on est en début de saison, on a encore les préparations qui sont dans les jambes, dans le bon sens du terme, on est prêt. Il estime voir des joueurs frais à Marcoussis, Antoine Dupont, et c'est exactement ce qu'on a envie de voir ce soir face à cette équipe australienne qui pour le coup sera moins fraîche. Ouais, alors que là on essaie de chauffer les voix des spectateurs qui sont chauds. Hein. Oui, ils sont très chauds. Ouais. Le fond de l'air est un peu frisqué, rappelons-le, mais le stade est caliente, le stade est chaud, le stade est même mouillant, le stade est heureux. Il y a quelque chose qui est magnifique dans ce rugby de France depuis maintenant, je dirais, cette génération-là, depuis 1 an et demi, c'est que l'attente est cordiale, joviale. Enthousiasmé, le stade est debout les collègues, nous sommes encore à un gros moment du match quand même, tu vois les Français, vraiment, bon le chauffeur d'ambiance, il a mis un coup, hein. T'as envie de lui dire, garçon, souffle un peu, respire, parce qu'il y a dommage, tu vois. Mais quand même, c'est aller les Bleus là
qui surgissent du cratère des Stades de France sont très enthousiasmants. Ouais. On avait dû lui dire, t'es pas au Racing. Voilà, on avait dû dire, parce que c'est le speaker du Racing. Voilà. Voilà, mais bon, effectivement. T'as pas besoin de les chauffer, ils sont présents. Ouais. Un peu de calme, alors que là, les Bleus sont en train de faire des petits exercices où on se rentre un peu, comme tu dirais, Daniel, dans la courge, gentiment avec les boucliers, histoire de se chauffer les épaules, parce qu'il va falloir quand même plaquer face à cette redoutable équipe d'Australie. Peut-être, on en a parlé pas mal dans les derniers quarts d'heure, mais ça m'intéresse d'avoir ton avis sur cette équipe qui, voilà, on dit toujours, on ne sait pas trop, ils sont pas ci, ils sont pas là, mais enfin ils sont toujours dangereux. Oui, alors l'Australie, c'est une des rares grande équipe du top 7, du top 10 aujourd'hui au monde, quoi. C'est une qui n'a pas de ligne directrice permanente. Et c'est assez difficile de définir. Tu vois, on peut parler longuement des All Blacks, on peut parler longuement des Springboks en parlant guerre, on peut parler longuement de l'équipe de France, on peut parler assez longuement des systèmes de jeu, même de la mentalité, de la psyché, je dirais, des Anglais ou des Écossais. Sur les Australiens, on sait qu'ils ont toujours un potentiel offensif assez haut. Ils ont toujours une considération de ce qu'on pourrait appeler l'attaque. En général, c'est des équipes qui font des choses sur le terrain. L'Australie construit, plutôt. Alors là, on va voir. Mais l'Australie n'a jamais eu le pack souverain qui, comme les Springboks, peut te plier un match. Elle n'a jamais eu non plus la ligne d'attaque qui a de toute seule pour faire des différences. Mais elle a toujours eu dans les avants des joueurs sérieux et elle a toujours eu derrière des hommes assez rares. C'est pas radicalement le cas en ce moment, où devant c'est plutôt avec des champs d'incertitude. Le capitaine s'est mis la tête à l'envers, donc ça fait 6 mois qu'il est au frigo, mais il revient aujourd'hui. Les deux secondes lignes, ils ont que 4 sélections chacun, tu vois, qui fait qu'on n'a pas encore l'attestation de leur puissance, de leur constance dans la rudesse des grands matchs. Même la ligne d'attaque, on voit la paire de demi, ils ont hésité dans les 2 dernières années à faire jouer de nouveaux joueurs qui émergent presque dans toutes les nations des 20, 22 ans, 23 ans. Ils en ont eu un ou deux mais qui n'ont pas confirmé et ils nous reviennent non pas avec 2 papés mais Niguay, ça va, ça, tu vois, il jouait avec mon pater et Bernard Follet qui est un joueur admirable, tu vois, il prend un peu trop de temps sur les coups francs. Voilà, il met un quart d'heure à poser le ballon, Boucher il discute avec sa copine dans la tribune avant de taper en touche. Mais il y a des paramètres, il y a des indicateurs qui font penser que le choix de l'expérience peut se défendre, mais en même temps il souligne une insuffisance, on dira, une fragilité. Bon, de sûr, ils vont jouer. De sûr, ils vont jouer. De sûr, ils vont pas. De sûr, on va pas les tordre comme ça du jour trop rapidement, je pense. Mais on a quand même un degré d'incertitude. Si on fait l'analyse de leur dernier match, ils ont joué la semaine dernière contre l'Écosse, dont on sait que c'est une bonne équipe, mais qu'elle n'a pas tous les grands attributs dans la puissance, dans la construction. Ils ont gagné petitement, ils n'ont pas volé quand même, ils ont gagné d'un point. Tu vois, leur championnat de l'hémisphère sud, ils ont fait 1 ou 2 performances très correctes, 1 ou 2 moyennes et 1 ou 2 franchement balourdes. Bon, donc il y a dans l'équipe de l'Australie la certitude qu'ils vont jouer et peut-être la certitude qu'ils ne feront pas tout bien. Ouais, ça c'est sûr. Tiens Alexandre, résultat de Irlande-Afrique du Sud, ce sont les Irlandais qui ont eu le dernier mot. 19-16 face à l'Afrique du Sud malgré l'essai de Arendse en fin de partie. C'est l'Irlande qui s'impose à Dublin face à des Sud-Africains qui seront revanchards au Vélodrome. Ce sera samedi prochain. Ouais, ça veut dire quand même que le ranking mondial va être dur à aller chercher là pour les Français avec cette victoire des Sud-Africains. Oui, ça va changer des choses effectivement pour cette équipe de France pour essayer d'aller remonter tout en haut de ce classement mondial. Tiens, petite info quand même, là, il y a Kylian Gérassi qui était sur le banc initialement avec son numéro 20 et qui est remplacé par Mathis Lebel. Il a déclaré forfait là à l'échauffement, ça vient de tomber. Ça veut dire que d'un banc qui était à 6-2 côté français, on passe à un banc à 5-3, 5 avant, 3-3 quarts, Mathis Lebel qui sera donc sur le banc. Alors on ne peut pas considérer que Mathis Lebel peut remplacer Gérassi. On ne peut pas le considérer. C'est un changement obligatoire de construction du banc. Voilà. En l'occurrence, on aura plus que 5 avant et 3 quarts, ma foi.
Parfois c'est bien pour Mathis Lebel, c'est un peu dommage pour Girassi qui lui aussi remettait un peu le nez dans le niveau international qu'il avait, dont il s'était un peu éloigné depuis un an. Voilà, en tout cas ça fait partie des choses à suivre. Allez, l'ambiance monte ici au Stade de France, on se retrouve dans un instant pour la composition des équipes et puis bien sûr pour parler de notre capitaine, le nouveau capitaine, Antoine Dupont. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.